Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'équipe d'Estelle. Évidemment, on va beaucoup parler de la Ligue des Champions, mais pas que ce soir dans l'équipe d'Estelle. Avec toute la bande, il y a Bertrand Latour. Salut Bertrand. Bonsoir Estelle. Il y a Benoît Trémolinas. Salut Estelle. C'était bien les vacances? Très bien. J'ai vu des petites vidéos très sympas. Vous êtes très affûtés, hein, Benoît. Merci. Non, ça fait plaisir de voir que vous vous maintenez en forme. Merci. Je suis vraiment contente pour vous. Comment ça va Ça va très bien, Eh Estelle. ben, tant mieux. Ben oui. Marinière, Oui. on est bien, c'est ce que je trouve. Je sais que je vais bien. Raphaël Sebaoun. Bonsoir en chemise. Estelle. Oui, petite chemise en On est en jean. hein. détente. On est en détente. C'est le Et moi, Thursday wear. Vous savez, vendredi, je travaille pas. Donc, Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a... Oh, comment ça va Olivier? Ça va bien. C'était tant mieux. Et puis Dave Abadou, ça va Dave? Estelle, salutations, ça va bien. Salutations également. À la une de l'équipe d'Estelle ce soir, la qualification du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après une victoire compliquée face à Bruges. Que doit-on retenir de cette rencontre? On reviendra également sur la mise au point de Leonardo. Vous retrouverez le baromètre de la Ligue des Champions avec les tops et les flops de cette quatrième journée. La liste de Didier Deschamps avec le retour de Benjamin Mendy et la présence d'Olivier Giroud. Les explications du sélectionneur concernant l'attaquant vous ont-elles convaincu? Enfin, Depay forfait pour Marseille-Lyon dimanche. Est-ce une catastrophe pour l'Olympique Lyonnais? On en débat avec toute la bande. Mais avant cela, on va démarrer avec l'homme du jour. Et c'est Karim Benzema qui a inscrit ses 49e et 50e buts avec le Real hier en Ligue des Champions face à Galatasaray. exactement. Et il est entré dans un cercle très fermé de ces joueurs du Real Madrid avec ses 49e et 50e buts. Troisième meilleur buteur en Coupe d'Europe avec le Real Madrid désormais. On voit son premier but face à Galatasaray à la 45e minute. Et Karim Benzema qui marque le but du 5-0 à la 81e minute. Il dépasse donc un certain Di Stefano dans ce classement. Le meilleur buteur en Ligue des Champions, c'est Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid, 106 buts. Deuxième, Raoul. Il est à 16 buts de Raoul désormais. Karim Benzema est donc troisième devant Di Stefano, 50 buts désormais en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et vous savez que nous sommes à moins d'un mois de la cérémonie du Ballon d'Or. Ce sera le 2 décembre au Théâtre du Châtelet. Et donc, on va se demander si Benzema mérite d'être dans les 10 premiers de ce Ballon d'Or. Montrez-moi vos réponses. Flo Gazan, dans le top 10 des débats pour se faire insulter sur Twitter. Oui, mais j'ai un doute qu'il le soit. Ouais, oui, si vous voulez. Et hélas, non, pour Bertrand Latour. On le saura au moment du vote pour Dave Abadou qui a un devoir de réserve. Puisqu'il est à France Football, il ne peut rien nous dire. Il a certainement déjà un petit avis sur les votes. On essaiera de le cuisiner dans l'émission. Oui. Et évidemment pour Olivier Rouillet. Merci. Et un grand oui pour Raphaël Sebaoun. Alors c'est vrai qu'il n'a jamais très bien marché au Ballon d'Or, hein, Karim Benzema. Mais vous aimeriez que soit dans les 10, Olivier? Mais complètement. Et ce qu'il réussit, c'est quand même assez extraordinaire. Il est toujours là, il est toujours présent. Il a aidé Ronaldo dans son explosion au Real. Je trouvais que c'est un partenaire extraordinaire. Et puis en plus, il marque des buts, quoi. Et il tire même pas les pénaltys. Non, mais il marque des buts dans toutes les positions. Je vois encore les buts qu'il a marqués hier soir dans ses appels, comment il coupe les trajectoires. Il est là au bon moment, les gestes sont justes. Quand je pense qu'on s'en est passé en équipe de France, même si on est on était champion du monde quand même. Oui, mais j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Pourquoi qu'on s'en est passé que qu'on cœur? Oui, qu'on s'en passe toujours. Non, mais j'entends. Mais Parce que des fois, on se dit, bah tiens, pourquoi pas? Le pardon existe. Mais en tout cas, pas aujourd'hui. Hein. Non, mais pas un autre bien sûr débat, là, qu'il qui le arrive, mérite. On fait plus de débat sur ça. C'est dommage. Bien sûr qu'il le mérite. On peut en faire un si vous voulez. Bah oui. Alors, on va voir, effectivement, je le disais, Raphaël, Benzema n'a jamais réussi au Ballon d'Or. Sa meilleure place, c'est 16e. Ouais, en 2014, il n'a jamais dépassé cette 14e place, 17e en 2018. Alors, quelle place, on l'espère peut-être dans le top 10 en 2019, dans quelques semaines. 25e en 2017. Il n'était pas classé en 2008, 2009 et 2011. Mais oui, vous l'avez dit, Estelle, sa meilleure place, c'est 16e. C'est même pas top 15 du Ballon d'Or. Mais enfin, Dave, comment c'est possible? Vous qui êtes à France Foot, parce que comment vous pouvez nous expliquer ça? Faudrait interroger les votants un par un. Alors, non. C'est l'impression que Deschamps vote et plusieurs fois. Hein. C'est peut-être ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a longtemps souffert de deux choses. Un, d'être considéré un peu comme le lieutenant, le premier porteur d'eau de luxe de Cristiano Ronaldo. J'ouvre les espaces pour lui, je le fais briller, je lui fais des passes, je lui fais des petites remises qui vont bien, mais qui statistiquement ont plus de mal à se traduire ou en tout cas à être spectaculaires. Ça, c'est le premier point. Il a longtemps été perçu comme ça. Et le deuxième point, c'est son histoire avec l'équipe de France. C'est-à-dire que maintenant, les phases finales passent à côté. Il est pénalisé. Eh oui, bien sûr. L'Euro 2016 en France, finale, s'il y avait été, on peut imaginer que peut-être l'équipe de France fait au moins aussi bien, voire mieux, et qu'il en aurait bénéficié. Et puis 2018, il est absent, alors que 2018... On rappelle, il est décisif en demi-finale contre le Bayern et décisif en finale contre Liverpool. Ah oui. Et pourtant, il apparaît assez loin dans le classement. Donc ces deux paramètres, certainement, l'ont pénalisé en termes de visibilité et de marqueur d'esprit. Voilà.
Mais la question, c'est est-ce qu'il le mérite sur son niveau aujourd'hui, Bertrand? Est-ce que vous voyez 10 joueurs de plus forts que Benzema actuellement? Mais là, c'est une question qui est un peu différente. Ben non, est-ce qu'il mérite d'être dans les 10? Mais pour moi, non. Et déjà, il y a l'antériorité. Même quand il gagnait des Ligues des Champions, il n'était déjà pas dans les 15. Donc là, je vois pas, sur l'année qui est la pire année madrilène depuis des années, comment il pourrait être dans les 10. Mais lui, il surnage, justement. Mais il surnage, d'accord. Mais enfin bon, tout Benzema qu'il est, moi, sincèrement, je l'adore. Mais ils n'ont ni gagné le championnat d'Espagne, ni été très bons en Ligue des Champions. Moi, je veux bien. Moi, j'aimerais dire, comme Olivier, les bénis oui, dire oui, il va être dans les 10. Mais sauf que dans ces cas-là, on met pas Ronaldo, on met pas Messi, on met pas les joueurs de Liverpool, on met pas les joueurs de l'Ajax, c'est pas possible. Des 10, il pourra pas y être. Malgré la très bonne année qu'il a fait, il a montré que sans Ronaldo, moi j'avais pas de doute, il était capable d'être le maillon fort de l'attaque du Real Madrid, de marquer plus de buts qu'il ne le faisait quand Cristiano Ronaldo était là. Mais si sur cette année-là, il peut pas être dans les 10, Karim Benzema. Et d'ailleurs, il le sait. Raphaël, on va revoir les critères de sélection finalement du Ballon d'Or. Est-ce qu'il y a l'ensemble de l'œuvre, par exemple, qui est... Oui, mais la carrière du joueur arrive en 3e position. Ce sont les critères qui sont soumis aux votants. Le plus important, c'est d'abord les performances individuelles. Alors ça, Karim Benzema peut les avoir, mais ensuite collectives, c'est-à-dire le palmarès pendant l'année 2019. Deuxième, c'est la classe du joueur, son talent et le fair play. Et arrive ensuite la carrière du joueur, mais ça arrive en 3e position puisqu'on récompense le meilleur joueur de l'année civile de l'année 2019. On a l'impression quand même en voyant les chiffres de Raphaël, voilà, Benzema pas mieux que 16e du Ballon d'Or, qu'il est finalement sous-coté, Benzema, Benoît. Sous-coté, oui, on peut dire ça. Après, peut-être c'est compliqué peut-être par rapport à son image qu'il a véhiculée ou qu'on a surtout dit sur lui. Après, moi, je trouve que sur cette année 2019, il le mérite. Alors oui, le Real de Madrid n'a pas fait un grand parcours en Champions League, puisqu'ils sont fait éliminer en 8e de finale par l'Ajax. Mais il a quand même des bonnes statistiques. Je trouve que c'est devenu un cadre, l'un des capitaines du Real de Madrid. C'est quand même l'un des plus grands clubs du monde. Il marque, il fait marquer les autres, il fait jouer les autres. Et puis il a cette régularité qu'il a depuis quelques années, qui est quand même assez bluffante. Et puis mine de rien, tout ce qu'il fait, il le doit qu'à lui-même. Et je trouve que c'est aussi un bosseur. Je vais reprendre aussi cet exemple de cette génération 87, où on disait que c'était le moins talentueux de tous. Mais c'est lui qui a quand même fait la plus belle carrière. C'est vrai. Pardon ? Et de loin. Et de loin. Et avec tout ce qu'il fait, il mérite. Moi, je pense qu'il pourrait être peut-être 9, 10, 11, parce que c'est vrai qu'avant lui, il y en a. Il y a Sadio Mané, il y a Salah, il y a Messi, Cristiano, il y a les joueurs de l'Ajax, comme l'a dit Bertrand, il y a Van Dijk, il y a Frankie de Jong, De Ligt. Il peut y avoir aussi Lewandowski, Sterling, mais après, il y a qui ? Il peut y avoir Benzema. En tout cas, hier, il est un peu plus rentré dans la légende du Real Madrid avec son 50e but en Ligue des Champions avec le Real. Et son entraîneur, Zinedine Zidane, était dithyrambique après le match face à Galatasaray. Non, mais content pour sa performance, content qu'il puisse, en tous les cas, avec ses buts, rejoindre une légende de ce club, Di Stefano. Alors il rentre un peu plus lui aussi dans l'histoire. Donc je suis content pour lui, je suis content pour ses prestations, ce qu'il fait dernièrement. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. Et donc voilà, on en profite tous. C'est-à-dire pas que moi, pas que les joueurs autour, le public aussi. Donc voilà, que ça dure. Vous avez vu comme il a l'air heureux quand il parle de Benzema? C'est incroyable. Il est heureux, on sait l'affection qu'il lui porte. Mais vous avez vu la nuance? Di Stefano est une légende du club. Benzema rentre un peu plus dans l'histoire. Ouais. Vous avez vu, il fait une nuance quand même. Il y a quand même un truc, même Zidane qui adore Benzema, qui sait ce qu'il doit, qui sait qu'il a porté l'équipe, qu'il a été le meilleur contributeur aussi au talent de Ronaldo et tout. Et bien même lui, il le place dans l'histoire, il ne le place pas dans la légende. Je pense que c'est ce qui lui manque un tout petit peu à Benzema, in fine, quand on parle de l'ensemble de son œuvre. Il n'y a pas un côté légende encore pour l'instant. Je ne dis pas encore parce que je ne le vois pas affaiblir, au contraire. Plus ça va, plus je le trouve efficace et décisif. Donc, allez savoir, avec un Real qui aurait du renouveau... Ça va un peu mieux, là, sait-on jamais. Oui, et peut-être l'an prochain avec 2-3 renforts, suivez mon regard. Allez savoir, est-ce qu'il ne peut pas reconquérir des grandes choses avec une autre image et s'inscrire un peu plus dans l'histoire et devenir peut-être une légende. Pour l'instant, vous avez vu, même son entraîneur qu'il adore, ne dit pas ce mot avec lui. Et Dave parlait d'histoire, qui est en train d'écrire Karim Benzema. Juste, j'ai encore 2 chiffres à vous montrer concernant les records de Karim Benzema. C'est le 2e joueur de l'histoire à avoir marqué au moins un but lors de 15 saisons consécutives en Ligue des Champions. Après Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, on a vérifié, c'est 14 saisons consécutives et non 15. Donc déjà, il marque un peu plus l'histoire de la Ligue des Champions. Et puis autre chose, il est entré dans le club très fermé des joueurs qui ont marqué 50 buts en Ligue des Champions avec
le même club. Ils ne sont que 4 désormais, donc Benzema, Messi, Ronaldo et Raoul. Et on va terminer avec un sondage. On vous a posé la question aujourd'hui sur notre compte Twitter. Est-ce que Benzema mérite d'être dans les 10 du Ballon d'Or? Et regardez la réponse. Eh bien, plus de 2500 votes et 62% de oui. En tout cas, on attend avec une impatience incroyable cette soirée du 2 décembre, soirée du Ballon d'Or. Il a renversé son image en France. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Vous vous souvenez, tous les débats qu'on faisait, les sondages Benzema, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il était mort dans le film. Là, vous avez vu son image. C'est parce qu'il est papa. Il est papa, les gens aiment ça. Mais enfin, en tout cas, le Ballon d'Or qui n'a jamais été aussi indécis que cette année. Cérémonie le 2 décembre, donc au Théâtre du Châtelet, bien sûr en direct sur la chaîne L'Équipe. Dans un instant, on parle de la qualification compliquée du Paris Saint-Germain pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il faut retenir justement uniquement cette qualification? Il y aura le baromètre de la Ligue des Champions avec les tops et les flops de cette 4e journée. Et puis bien sûr, la liste de Didier Deschamps avec Giroud sélectionné. Est-ce que ça vous étonne ou pas? Est-ce que vous avez été convaincu par Didier Deschamps? Mais tout de suite, le meilleur du sport de ces dernières 24 heures, c'est le zapping. Set your babies down, please. And let's head over to this finish line. And let's cheer them on. Here we go. On your marks, yes, I go! Go, go, go! Magnifique, superbe, l'éclair, le bras arrière du Nantes du Mali. Et on savait, on l'avait dit qu'à tout moment, il peut éteindre la lumière. Le saut du Doubs, impraticable en temps normal, des kayakistes ont profité de la crue du week-end dernier pour tenter l'aventure. La plus haute chute jamais sautée en France, 25 mètres à pic, et ça, c'est pas rien. And still, et toute une vie pour ces quelques mots, et toujours champion du monde, Nordin Oumbali l'emporte ici à l'issue d'un récital. Il conserve sa ceinture WBC des poids coqs et il va s'ouvrir les portes du gratin mondial. Allez, dans un instant, la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, la liste de Didier Deschamps. Et puis on parlera également de la blessure de Memphis Depay pour le choc entre Marseille et Lyon dimanche. À tout de suite. On est de retour sur le plateau de l'équipe d'Estelle avec toute la bande. Et bien sûr, on parle de la Ligue des Champions avec la qualification. Ça y est, c'est fait du Paris Saint-Germain. C'était hier soir après une victoire difficile face à Bruges, Raphaël. Et Paris a marqué quand même rapidement dans cette rencontre. Il a fallu attendre la 21e minute pour voir Mauro Icardi marquer l'unique but de la partie, celui du Paris Saint-Germain. 1-0 donc pour le PSG sur cette occasion. Di Mariales pour Icardi, 1-0. Mais Paris va souffrir. Regardez cette double occasion à la 50e et double parade de Navas devant Denis et Okereke. Navas va même arrêter un penalty à la 74e minute tiré par Diane. Paris s'en sort bien. Paris arrache la victoire. Victoire donc 1-0. 4 victoires en 4 journées de Ligue des Champions. 0 but encaissé. Paris qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et après le match, les joueurs étaient évidemment contents de la qualification, mais pas forcément du contenu de leur match face à Bruges. Écoutez les milieux de terrain Marco Verratti. Les matchs Champions League sont un peu comme ça, toutes les équipes sont très organisées, ils sont forts, ils sont les meilleurs dans leur nation. C'est pour ça qu'on va rencontrer toujours des matchs difficiles, c'est à nous de faire mieux, mais on est heureux pour le parcours qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui en Champions League. On vient de gagner 4 victoires, on a encaissé 0 buts, on a rencontré de bonnes équipes, c'est pour ça qu'on est content et on peut faire mieux, mais ça... Alors, doit-on retenir seulement la qualification du côté du Paris Saint-Germain hier soir? Montrez-moi vos ardoises. L'essentiel, c'est les 12 points pour Flo Gazonsac. Le PSG est invaincu et n'a encaissé aucun but dans cette phase de qualif pour l'instant. Non, il ne faut pas retenir que ça pour Benoît. Non, également pour Bertrand. Non, pas uniquement pour Dave. Non, heureusement pour... on met des petits adverbes, on ambiance un peu. Regarde là-bas. Et oui, j'ai mis oui, mais parce que tout le monde a mis non. Mais justement, un petit conformiste. Si on ne retient pas uniquement la qualif, on retient quoi, Bertrand Latour? On retient le contenu de 3 rencontres qui a été très bon, par exemple. Ça me paraissait pas une évidence qu'avant le match contre Madrid, sans Neymar, sans Mbappé, sans Cavani, le PSG mette 3-0. Il faut pas l'oublier. Effectivement, la prestation d'hier, qui est la moins bonne des 4 matchs, nous laisse sur un goût amer. Mais si on prend la globalité, c'est une
très belle phase de groupe du Paris Saint-Germain, dans un groupe, effectivement, une fois que tu as battu le Real Madrid, qui n'était pas extrêmement relevé, mais ils l'ont fait de belle manière. Il y a le PSG a avancé, ils ont trouvé ce milieu de terrain à 3, qui est une réussite, qui n'a pas été hier. Mais pas hier. Non, mais dans ces cas-là, si on fait le bilan du Paris en Ligue des Champions sur le match d'hier, il n'y a rien qui va. Mais ce que nous racontent les 4 matchs, c'est un PSG qui, sur 3 matchs, avait concédé 4 tirs cadrés, qui n'avait pas pris de but, qui en a marqué pas mal, qui avait une assise défensive, qu'ils ont trouvé ce milieu de terrain, et je pense que c'est une force qui va leur servir a priori pour les huitièmes de finale, d'un bon gardien qui peut être décisif quand on lui demande, et c'était un des talons d'Achille de cette équipe les années précédentes, là, Navas. Ça, c'est l'enseignement. Il n'a pas été bon à Dijon, mais il a été bon là quand il le fallait. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses positives pour le PSG sur la Ligue des Champions. Après, sur la conscience, etc., il y a beaucoup plus de bémols. Mais sur la phase de poule de Ligue des Champions, moi, j'ai plutôt envie de leur dire bravo. Et on leur dit bravo aussi avec les chiffres, Raphaël. Oui, exactement. Et juste, Bertrand parlait du match d'hier comparé aux autres. C'est vrai qu'ils étaient un peu un ton en dessous par rapport aux 3 premières journées des phases de poule de la Ligue des Champions. Regardez, contre Bruges, et puis leur moyenne par match, vous voyez que c'est une équipe qui marquait depuis le début de la compétition plus de buts, qui cadrait plus. Hier, seulement 2 tirs cadrés. En moyenne, normalement, c'est 5 tirs cadrés par match pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais beaucoup d'occasions concédées hier, 14 tirs concédés. C'est 8 en moyenne depuis le début de la saison en Ligue des Champions pour le PSG. Et vous voyez les chiffres réjouissants du Paris Saint-Germain, de cette qualification, qualifiée pour les 8e de finale pour la 8e saison consécutive. Ils n'ont plus perdu, les Parisiens, à domicile en phase de groupe depuis décembre 2004. C'est une invincibilité de 23 matchs. Et puis Paris a marqué lors de chacun de ses 28 derniers matchs. C'est 75 buts au total. Et puis, on a dit, cette équipe n'a pas encaissé de buts. Là, sur cette phase de poule, c'est seulement 4 tirs cadrés subis. 3 hier. 3 hier. C'est 6 de moins que toute autre équipe qui participe à cette Ligue. Ils vont gagner la Ligue des Champions. Alors Benoît, évidemment, quand on voit ces statistiques-là, on se dit, on peut s'enflammer pour le Paris Saint-Germain, mais derrière ces statistiques, il y a aussi quand même le match d'hier qu'on ne peut pas oublier. Est-ce que ça veut dire que le PSG peut aussi retomber dans ses travers, comme on l'a vu si souvent les années précédentes, quoi? Moi, ce qui m'a plu, entre guillemets, hier soir, c'est que le Paris Saint-Germain a fait un match médiocre, mais ils ont réussi à gagner. Pourquoi? Parce qu'ils ont un gardien décisif. C'est un peu l'enseignement du soir, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on disait avec Dev. Certes, c'est vrai que le milieu a été en difficulté hier soir, il faut pas se le cacher. Verratti, Marquinhos, Gay ont été en difficulté, surtout face au pressing de Bruges. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'espace entre les lignes aussi. Il y a un petit Mbappé aussi en dedans, mais après voilà, Bruges aussi est une belle équipe qui a joué son va-tout, qui a mis beaucoup d'intensité, qui a mis beaucoup de vitesse. Il sera 2e de Ligue, notamment avec ils sont premiers en Belgique, c'est pas un hasard. Non mais vous rigolez, Estelle Denis là? Mais pardon. Un soir d'Europa League, jeudi. On se croirait sur BFM TV. Vous rigolez, Estelle Denis? Mais tous les jeudis, on voit nos clubs ridiculisés par des clubs ukrainiens, roumains, etc. Et vous avez quand même le toupet de dire à une heure de grande écoute que Bruges ne serait pas meilleur que tous les autres clubs de Ligue 1. Vous avez dit 2e de Ligue 1. Vous avez vu Lyon jouer? Oui. Et c'est meilleur que Lyon, peut-être? Bah oui, sur la régularité. Non, pas sûr. Mais le problème, c'est que vous tirez juste. De toute façon, on peut pas savoir. Non, mais attends, Estelle, il faut lui mettre un coup de fusil. Merci. Pour la peine de mort, on va pas les envoyer. Attendez voir. Non, mais Clémentine dans le mur. La guillotine. Il faut l'enfermer. Mais je ne suis pas aidée. Moi, je veux bien vous aider. D'ailleurs. Non, il n'a pas encore parlé. Ah si, vous avez parlé déjà? Alors dégagez. Bruges est moins fort que Nantes ou que Reims, c'est votre avis, mais moi je vois pas les mêmes matchs que vous. Enfin, voilà, les gens voient quand on n'est pas d'accord avec la présentatrice, on sort. Taisez-vous. Très bien. Le plus grave, c'est qu'à son âge, il dit le toupet quand même. Oui, mais c'est aussi ce que j'aime chez lui, ce petit côté un peu suranné. Alors, nous allons écouter Marco Verratti, parce que Marco Verratti, il n'était pas très content du match d'hier, mais il s'est un petit peu enflammé et tout, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec lui ou pas. Écoutez-le. Je suis sûr qu'on va arriver loin parce que je le vois aussi quand il y a des matchs qu'on n'est pas très performant en jeu d'équipe, et ça, des compétitions comme ça, je pense que c'est très important. On n'arrive jamais à surclasser un adversaire, mais je pense même pas aujourd'hui. City a fait un nul contre Atalanta, il y a beaucoup d'autres équipes fortes qui sont en difficulté, c'est normal. Il faut jouer d'équipe quand il y a pas la grosse prestation, il ne faut pas prendre des buts. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait un très bon parcours. Le PSG peut aller loin en Ligue des Champions, selon Marco Verratti. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Olivier Rouillet? Non, mais c'est bien qu'ils le disent déjà. Non, ce qui prouve quand même qu'il sent qu'il y a quelque chose de nouveau quand même dans ce Paris Saint-Germain. Moi, je pense que le milieu de terrain, on l'a dit, est de qualité. Donc c'est la base pour moi. Et ils ont un très bon gardien, on l'a dit aussi. Après, j'ai toujours quelques hésitations sur la défense, qui hier soir... Ah, je crois que vous allez dire l'attaque. Non, l'attaque, je me fais aucun souci. Voilà. Mais j'ai trouvé que, et Pierre Niguet nous le disait hier soir,
c'est qu'il y a un petit peu de panique quand même. On a vu Bernat, on a vu Dagba, pas aux anges. Kipembe qui s'est fait secouer, c'est quand même assez impressionnant quand on sait qu'il était... Ça arrive parfois quand même. Hein. Oui, mais ce qui est embêtant avec lui, c'est qu'on avait l'impression qu'il était revenu à un bon niveau, et puis là, tout doucement, il est en train peut-être de s'endormir. Mais peut-être que le match de hier soir l'a réveillé. Donc je crois qu'il a raison de le dire, parce qu'il sent quand même que collectivement, il y a quelque chose de plus fort que l'année dernière. Maintenant... L'année dernière, on avait dit ça par rapport à l'année précédente. Et l'année encore avant, on avait dit ça par rapport à l'année précédente. Chaque année, on dit la même chose au même moment. Moi, ce qui m'inquiète toujours au niveau du PSG, c'est que dès qu'ils ont face à eux une équipe qui les bouge un petit peu, une équipe qui leur implique un certain pressing, là, les choses se passent pas bien. Alors j'espère, et moi c'est là où j'attends Tuchel par exemple. Bertrand a dit que c'était la redoutable équipe de Bruges qui pourrait être deuxième de Ligue 1. D'accord. Voilà. C'est là où j'attends le travail de Tuchel, pardon, j'ai dit Tuchel tout le temps, mais c'est Tuchel, vous voyez, que jusqu'au mois de février, qui fasse tout pour que ces joueurs, justement, ne subissent plus les matchs importants et qu'ils soient tous prêts au rendez-vous. C'est là vraiment où j'attends Tourelle pour voir s'il va apporter quelque chose de supérieur aux années précédentes. Mais c'est vrai que malgré... revenez Bertrand, parce que bon, on est quand même obligé de vous garder. C'est Bertrand qui est libéré. C'est vrai quand même, Dave, que malgré les chiffres, malgré tout ce qu'on dit, le PSG est formidable, etc., mais on a toujours quand même, à chaque fois, quand même un petit doute, quoi. Vous avez vu les saisons précédentes, ce qu'on a vécu. Je veux dire, c'est pas des petits échecs, c'est des trucs rocambolesques, dramatiques, tragiques à l'échelle du foot, évidemment. On laisse ça, mais je veux dire, la remontada de Barcelone, c'est un truc, voilà, ça c'est un marqueur dans l'histoire du foot de club, moi je pense. Le truc contre Manchester United, cette déflagration, qui là pour le coup est un marqueur dans l'histoire de l'humour footballistique, quoi, parce que c'était comique. Autant je trouve que Barcelone, il y a un côté tragique, autant contre Manchester, comique. Donc ça veut dire que tout le monde forcément garde une espèce de prudence, vous avez raison. À chaque fois, chaque année, on se dit, allez, cette année, ils vont pas refaire la même chose que l'année d'avant. Et ils le refont. Différemment, mais ils le refont. Voilà, oui, ils varient. Ils sont créatifs. On se dit toujours, tiens, ils pourront pas aller plus loin. Et c'est vrai, on n'est jamais déçus. Il y a du talent, mais... Là, je vois pas bien ce qu'on peut faire de on peut être très créatif en fait. Mais je pense quand même que ce PSG, et je rejoins un peu ce que dit Marco Verratti, il a raison quand même de le souligner. Mine de rien, on dit, ils ont gagné que 1-0 face à Bruges, avec un Navas qui a été décisif et tout. Prenez là les gros clubs européens. La plupart se sont pris les pieds une fois dans le tapis, au moins une fois. Il avait raison. Manchester City, très impressionnant. Bon, à l'Atalanta, voilà, il concède un nul. Le Barça, voilà. Barcelone aussi. Voilà, contre le Slavia, sur le papier, tu te dis pas le Slavia, c'est infiniment. Il serait deuxième du championnat, le Slavia. À Bruges, allez tout savoir. le monde serait deuxième du championnat pour Bertrand, vous vouliez rajouter quelque chose? J'aurais aimé que vos brillants intervenants que vous chérissez plus que moi disent quand même que le PSG a joué tous ses matchs de Ligue des Champions sur le meilleur joueur de l'équipe quand même. Oui, Neymar, bon, ça s'est pas trop vu. Mais hier, il aurait été utile, par exemple. Il aurait été utile, d'accord. Mais c'est-à-dire que le bilan qui est très bon est fait sans le meilleur joueur de l'équipe. Oui, mais comme a priori, il ne sera pas là non plus en février-mars. Arrêtez, pas vous, pas ici, pas maintenant. Non, c'est bien de se préparer à l'éventualité, voyez-vous. En tout cas, ça prouve qu'ils ont des très prêts. C'est quand même très notable. Je veux dire, dans l'animation, voici, il peut changer beaucoup de choses. Parce que s'il y en a un qui est capable de faire basculer des rencontres à lui tout seul, évidemment, sauf s'ils en prennent 4, c'est quand même Neymar. Et c'est quand même important, je pense, de le souligner un petit peu. Alors, il y en a un qui fait rien basculer en ce moment, c'est ce pauvre Cavani. Hier, il y a encore eu un imbroglio avec Tourelle, parce qu'il l'a appelé, Cavani était sur le banc, Tourelle a dit on s'est mal compris. Ça sent quand même le roussi, cette histoire, Dave. C'est terrible. C'est le roussi. C'est le cramé. C'est terrible parce que c'est vraiment pas à la hauteur de l'histoire qu'a construite quand même Cavani avec ce club, qui est une histoire qui est... C'est moche. Oui, voilà, qui est moins passionnelle et affective que ce qu'on veut bien. Voilà, mais devenu romantique. Non, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, Cavani, même si je doute de la sincérité, de l'attachement au club, etc., je suis pas dupe non plus. Ce que je veux dire, c'est que l'attachement du club et enfin de ses supporters à Cavani, pour le coup, il est réel. Et que les performances de Cavani dans l'histoire du club, elles sont réelles. Bien sûr. Et là, c'est en train de finir d'une façon mais mesquine. Ouais. Qui paraît en plus inéluctable. C'est-à-dire que ce truc-là, depuis, ça fait plusieurs semaines. Depuis qu'Icardi a signé, hein. Quasiment. Oui, et puis son retour de blessure, parce que là, il y a eu. C'est un truc de fou. Il y a eu 3 entrées en jeu, c'est moins de 20 minutes. Alors, c'est la première fois qu'il vit ça au Paris Saint-Germain. 3 fois qu'il n'est pas titulaire lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens. En tout cas, qu'il peut jouer, qu'il est apte pour jouer. Edinson Cavani, vous voyez, 18 minutes hier. Le week-end d'avant, c'était 19 minutes contre Dijon, et puis il y avait le match contre Marseille. Il va finir à 2 minutes. Voilà, c'est dégressif. Alors oui, il était resté sur le banc lors du match aller face à Bruges, et puis face à Nice également. Mais Cavani, c'était la saison dernière aussi.
parce qu'à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, c'était lui. Bien sûr. Ça a commencé la saison Ouais, c'est dernière, vrai. c'est un truc de dingue. C'est toujours lui qui sortait. Et il y avait pas, il y a des moments, il méritait absolument pas de sortir. Mais à l'heure de jeu. Depuis là, voilà. Mais maintenant, il joue même plus. Ça s'est mis en place. Ouais, Oui, non, mais c'est voilà. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'en plus, il le fait jouer 15, 20, 25 minutes. Et ce qui me dérange vraiment le plus, c'est que maintenant, il fait rentrer un coup dans l'axe, un coup à droite. C'est un bouche-trou, quoi. Ouais, c'est ça. Tout suisse. Non, Alors, je voudrais qu'on revienne aussi sur un moment marquant hier, hormis la qualification du Paris Saint-Germain, c'est la prise de parole de Leonardo, le directeur sportif du PSG. On l'entend peu, mais quand il prend la parole, Leonardo, ça envoie du lourd. Écoutez ses propos sur la prolongation éventuelle de Thiago Silva et de Cavani, sur Neymar, ou encore sa mise au point sur l'intérêt du Real sur Mbappé. Écoutez, morceau choisi. Ça agace un peu. Je pense que c'est pas le cas de parler tout le temps d'un joueur de notre équipe, honnêtement, et principalement pendant la saison. Et c'est pas la première fois. Et alors je pense que c'est le moment un peu d'arrêter parce qu'honnêtement, beaucoup de respect pour Zidane, mais je pense que c'est pas le cas de toucher un joueur qui est c'est un des joueurs mieux au monde, qui est un moment fantastique, un joueur incroyable et qui on est très content de l'avoir dans l'effectif. Il a 2 ans et demi de contrat avec nous, c'est pour ça que je pense que c'est pas le cas de parler de ça. Je pense que c'est le moment de faire une pause. Ça, c'est une autre chose. Hein. Il n'a jamais demandé de partir. On n'a jamais demandé à lui de partir. On n'a jamais parlé de changer d'entraîneur. Alors, il n'a rien. C'est fini, point. Il n'a vraiment rien. Ce sont des choses qui ça se passe, les gens parlent, bon, on connaît un peu le jeu, honnêtement ça fait longtemps qu'on est dans le football, mais bon, il n'a rien du tout, je pense que si on parle de le bilan, il est encore là, il est présent, c'est normal qu'on a beaucoup de choses à faire encore, et bon, on avance. Par exemple, on parlait de Cavani, Thiago Silva, on parlait de contrat, tout ça, je pense que aussi, c'est une autre chose, c'est très clair entre tout le monde, je pense qu'il sait que ça se passe, on a parlé de ça, et bon, il va avoir le moment, je pense que des joueurs comme ça doivent bien finir dans un club, ou de bien continuer. Je pense que c'est toujours en accord. Bon, ils ont beaucoup fait. C'est une histoire de Thiago et de Cavani. Et on est d'accord d'avancer et décider au bon moment, avec tranquillité, parce que c'est ça qui mérite des joueurs qui ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait et peut-être ils vont encore faire. C'est quand le bon état d'esprit, justement, vous le sentez, Neymar? Ça a été compliqué le début de saison, les supporters, son envie de partir. Finalement, il est resté au Paris Saint-Germain. Comment vous le sentez désormais? Il voulait partir? Je ne sais même pas. Je ne savais pas. C'est déjà fini, hein. C'est déjà fini, ça fait longtemps, on ne se rappelle même pas. Neymar, il a joué 3 matchs, il a marqué 3 buts, il a donné 9 points au championnat. Neymar, aujourd'hui on a Mbappé et Neymar. Si on regarde dans le monde, ils sont où les joueurs qui sont mieux d'eux? Ça vous plaît cette prise de parole, Olivier? C'est un peu cash, hein? Ouais, c'est bien. Moi, je pense qu'il. Il y aura sur Platini, mais tout à l'heure. Oui, ça On l'a gardé. Ah, voilà. T'as même fait le bourré pas aimé du tout ce qu'il a dit. C'est clair. Bon, non, mais c'est normal. Il a ses messages à faire passer, il les fait passer, c'est très bien. Il y a de l'hypocrisie, il y a tout. Moi, je trouve ça bien. Il a raison. Il remet les choses un petit peu en place. Puis voilà. Mais dans la défense des intérêts du PSG, c'est quand même du très haut niveau. Très fort. Oui, c'est bien. C'est ça. On était dans une situation anormale aussi. Là, on a tendance à être émerveillé par ce que fait Leonardo. Il fait juste ce qu'un mec de son niveau doit faire. Et il le fait bien. Non, mais il réinvente pas. Ses prédécesseurs ne faisaient pas ça. On n'était pas. On n'aurait jamais diffusé un morceau choisi d'Enrique. On était dans une situation qui était anormale. Là, on est revenu de la normalité. Il est dans sa fonction et il la maîtrise et il le fait bien. Je veux dire, il réinvente pas non plus l'exercice. C'est-à-dire qu'il met des tirs à tous ceux qui essayent d'être contre le Paris Saint-Germain. Donc Platini dit du mal du PSG, hop, il se met comme ça. Et Zidane dit qu'il veut Mbappé, il protège Mbappé. Il fait ce qu'un directeur sportif un peu dur parce qu'à un moment, s'il y a 400 millions du Real sur la table, il faudrait peut-être ménager un petit peu les susceptibilités. Enfin, je dis ça. C'est jamais. Exactement. Vous avez aimé aussi Benoît? Oui, il a fait un showman. Je pense qu'il veille sur les intérêts du club, il protège le club, les joueurs, le staff. Voilà, il prend la lumière comme c'est bien le faire Mourinho. Il prend la lumière, on fait parler de lui et comme ça on laisse les joueurs tranquilles. Je pense que notre ami Juninho devrait... En prendre de la graine. Exactement. Oui, qu'on n'entend plus beaucoup d'ailleurs. Exactement. Ouais, Juninho, c'est normal, il commence, il débute. Justement, tu peux imaginer là, il a un modèle. On lui envoie le DVD. Si Juninho, quand il est arrivé à Lyon, sa première conférence de presse, franchement, il avait envoyé du lourd aussi pareil. On était tous là à dire ah c'est bien. Pas le même caractère. Non, pas tout à fait non plus. Juste un petit mot là sur la prolongation de Thiago Silva et Cavani. Il a fait un lapsus révélateur quand même. Leonardo en disant ces joueurs-là doivent bien finir au club. Pardon, continuer. Bon, on sent quand même que ça sent un peu la fin quand même. Ouais, mais ces deux dossiers, je pense qu'ils vont pas être gérés tout à fait de la même façon. Cavani,
Là, clairement, voilà, on est sur quelque chose, même sportivement, qui est en train d'être une évidence pour tout le monde. Et voilà, autant Thiago Silva, là, on est sur autre chose. Effectivement, il y a son âge, peut-être 35 ans. Oui, mais peut-être que eux, dans leur réflexion, ils se disent, mais si tu enlèves Thiago Silva, il faut t'assurer de trouver mieux. C'est ça. Tu trouveras. Mais oui. Ok. Moi, est-ce que tu as 5 meilleurs défenseurs centraux dans le monde que lui? Disponible. Je pense que tu dois pouvoir en trouver. Oui, mais très cher. Mais très cher. Mais très cher, mais il coûte combien lui? Il coûte 0 parce qu'il est là. Mais non, mais il coûte 0, vous me faites rire avec 0. Et quelle est la masse salariale? D'accord, et vous croyez que si vous faites venir un top défenseur, vous faites venir Van Dijk, vous croyez que ça va coûter combien? Je pense que si. Non, mais Van Dijk, d'accord, mais je pense pas qu'un défenseur. Il y en a beaucoup qui coûte 12 millions d'euros par an. Oui, mais disponible, tu as qui de meilleur? C'est 1 160 000 brut. Ça fait 12. Voilà. Mensuel, C'est le 4e salaire du club. Mais là, brut pour point, comme ça, c'est un peu. Travaille un peu, mon pote. Non, mais vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, on fera le débat demain. Comme ça, Bertrand aura le temps de chercher, de donner ses arguments à quelqu'un d'autre. C'est que c'est pas non plus. Qui viendra les donner dans la Je vous les donnerai depuis Nice. Non, on n'a pas le temps. Vous savez pourquoi on n'a pas le temps? C'est pas évident. Parce que là, il y a un moment que j'adore dans l'émission. C'est mon moment préféré. Je vous aime beaucoup, mais mon moment préféré, c'est Pierre-Antoine Damecourt. C'est la petite lucarne. Et c'est maintenant. C'est sympa pour Rafou. Oui. Ah bah non, mais Rafou, c'est tout le temps. Rafou, c'est formidable. Oui. Normalement, il y a un générique, mais. Oui, vous avez Écoutez, il n'y a pas. Bon, allez, entame ton pas de course. Vous avez été trop gentil. Pierre, Antoine. Voilà, ça y est. Laissez-le faire sa petite. Alors, hier, ça a été un fiasco en termes de technique, et là, je sens qu'on part bien aussi. On part très très bien, voilà, on est en forme. Comment ça va les amis? Ça va? On fait un petit tour des terrains, le dernier tour des terrains de la semaine. Et tradition oblige, on commence avec du basket, parce qu'il y avait du basket cette nuit. Et un gros dunk, voilà. Allez, signé Giannis avec les Bucks. NBA toujours avec l'entraîneur adjoint des Hawks d'Atlanta. Regardez, il est vénère, il a tout pété. Ah les gars, ça va pas du tout, putain. La volleyeuse polonaise Alexandra Wojcik nous combine deux sports, les gymnastiques et basket. Ouais, on peut le voir. Bah, attendez, vous savez faire ça, Estelle? Évidemment. Ah oui. J'aime bien. Oui, ça m'étonne pas, tiens. Allez, hier soir en handball, Créteil recevait Chambéry. Visiblement, la mascotte au fond. La pauvre. Elle en rajoute des caisses, arrêtez, y a rien. Mais non. Oui, c'est vrai qu'elle en rajoute un peu. Elle en rajoute, voilà. Petit détour par l'école des champions. Avec une jolie bicyclette qui permet, voilà, bravo champion. Direction les pays de la samba avec le joueur qui ne fera sûrement plus jamais de passe à ce mec-là. Oh non, il est nul, on le connaît. Oh. On reste au Brésil avec la Coupe du Monde des U17 et sachez que lorsqu'il n'y a pas de civière, on peut toujours compter sur ses copains. Regardez, c'est sympa, c'est mignon. Et enfin, petit tuto. Et si vous n'avez pas d'ouvre-bouteille, servez-vous dans votre bidon. Ça vous Mais attendez, ça marche. Oh. Il avait déjà mis, c'est pas possible. Bah, pas du tout. Il fait les bouteilles de vin aussi? Oui, il fait tout. Cubi, bouteille de vin, mariage, bar mitzvah, il fait tout. Vous pouvez l'inviter chez vous. Hier, Paris affrontait Bruges au Parc des Princes. Et le héros, c'est qui? C'est Keylor Navas. Et alors, il y a quand même Colin Dagba. Il a eu des mots forts avec son gardien dans les vestiaires. Il les a racontés au micro d'Anne-Sophie Bernardi. C'est très fort. Qu'est-ce que vous lui avez dit dans le vestiaire? Oh, personnellement, je lui ai rien dit parce que je parle pas espagnol. Problème de communication. Hein. Il faut se parler, les mecs. Non, mais c'est vrai quand même, communication. Oui, c'est vrai. Il est honnête. Il est honnête. Ça va, il a 12 ans, quoi, c'est bon. Félicitations. Bravo. Cette semaine, c'était la grande soirée Ligue des Champions sur la chaîne Équipe. Alors, on vous a fait un débrief de mardi et de mercredi. Donc, mardi, c'était Raphaël et Johan. Et hier, donc, Johan et Benoît Cosset. C'est un 2 en 1. Les yeux dans la grande soirée, c'est parti. Et comme d'habitude, un Messaoud aux commandes en cabine. Donc Yo et Raph mardi. Bonsoir Messaoud. Et on a remarqué, quand Johan est stressé sur une action, il disparaît de l'image. Voilà, et c'est encore le ballon magnifique. Oui, d'accord, ok. Bon, il disparaît, c'est son grand truc. Allez, relève-toi. Et quand ça s'arrête, on sait qu'il n'y a pas eu but ou que ça allait. Hop là, on sait qu'il y a une action. Moi, je sais pas. Faut demander à Raph, il vous. Non, ça. Voilà, et alors, bon, il va complètement disparaître. Là, on l'a perdu. Raphaël était chaud aussi. Il s'est même dit, tiens, je vais tester une vanne sur la VAR. Écoutez bien. VAR, pas VAR. Le jeu qui continue pour Benfica. La VAR est avare sur ce coup-là. Le plateau est hilar. Regarde. C'est horrible. Ah, la tristesse. C'est pas bien. On la met de côté ou pas celle-là? Non, allez. Et puis Benoît était en cabine à côté. Et le peu de fois où ils vont le voir, le pauvre se fait couper. On est venu vous voir beaucoup, Benoît. Valence, Lille, ça veut dire qu'il se passe rien?
Ah bah voilà, donc Benoît va se faire couper, il prend la parole. Ils sont vraiment dans le coup, qu'ils ont plutôt bien défendu. Valence n'a attention à moi. Allez, c'est pas grave, pour Benoît. Contrôle, c'est dommage. Du coup, Benoît, il s'est chauffé et il les a coupés avec un mot un peu... Très compliqué, mais Tavares qui essaie de se requinquer, ballon dans phase de réparation pour Jason Torres. On peut la réécouter. Se requinquer, ballon dans phase de réparation pour Jason Torres. D'accord, ok Benoît. Et puis Benoît et Messaoud ont parlé reniflage. On est plutôt dans un round d'observation. On est en train de se renifler. Alors Benoît, je vous laisse vous renifler et on file. Ok, bah alors, si ça commence à se renifler dans la grande soirée. Mais Raphaël, qui recule. Qu'est-ce que c'est agréable parce qu'on s'était vraiment ennuyé lors du match. Elle était avec Benoît Cosset. C'était vraiment très ennuyé. C'est très ennuyé avec Benoît Cosset. Johan, question très importante. C'est pas parce que vous étiez avec Benoît que vous étiez ennuyé la semaine dernière. Non, parce que la il essaie de se rattraper. Bon alors du coup il s'est rattrapé hier soir en cabine. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis ennuyeux parce que il ne passe pas grand chose, Johan. Donc ça vient peut-être de moi en effet. Du coup hier soir, Johan a été comme jamais avec Benoît Cosset. Il s'est lâché comme avec très important. Benoît Cosset, on est tellement bien dans cette cabine. Il commente en chaussettes, il a tiré chez chaussures. On est en chaussettes, on est à moitié à poil, on est bien, on se met en bikini, on se touche les tétons. Ok, on se touche les tétons. Et alors là, vestiaire de Fédéral 1. Attention, le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain est en difficulté. Oh là 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 là, Paris qui souffre, Paris qui est en difficulté. C'est ça, parce qu'il va commenter. Moi, je suis un rugbyman, je suis ton honneur, je suis ton pilier, je suis ton panda. Je suis ton pilier, je suis ton panda. Voilà, c'était la grande soirée. Allez, on est jeudi et c'est l'heure du top titre. Et Olivier. Olivier était pas là hier. Et non. Pour la minute gonflette. Donc je sais, vous me regardez, il n'y a pas eu. Qu'est-ce qu'il y a? On a peut-être durable pour vous, Olivier. Vous êtes un amour. Ah, c'est la minute rouillée, c'est parti. Allez, numéro 3, c'est la dame qui a oublié ses baskets. Du coup, elle va mettre 4 heures à faire ses 5 km. Mais non. Elle marche quand même. Elle marche pas vite. Hein. Oui, bah écoutez, elle est G, elle marche. Voilà. Numéro 2, pas le temps d'aller à la salle. Servez-vous de votre voiture comme machine. Ouais. Mais non. Et il fait des pompes à l'envers. Bah, je peux vous dire que là, il est costaud le mec. Et numéro 1, allez à la salle, peu importe la tenue, l'important c'est d'être à l'aise. Il est pas nu. Il est en Borat. Regarde ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de dégoûtant. Oh, et voilà, c'était la minute rouillée. Attention. Attention, Olivier. On sait que vous avez préféré l'équipe du soir hier. On vous pardonne. Allez, cette fois, c'est l'heure du top titre. Les plus belles pépites dans la presse sportive. C'est parti. Et numéro 5, quand le demi d'ouverture de rugby George Ford est concentré sur son match, ça nous donne un Ford Focus. C'est bien, ça j'aime bien. Ouais, ça c'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Placement produit. Placement produit, exactement. Numéro 4, un petit titre dans l'actu. À Monaco, c'est Halloween. Vous savez, c'était Halloween il y a quelques jours. Oh, ex-aequo avec Alexis Blin qui est en forme en ce moment. Et il leur en met plein les yeux. Excellent. Alexis Blin les yeux, bah si. J'aime beaucoup. Numéro 3, on a eu un beau Fekir, presque dans les clous. Jamais fait. Ah oui, Non, jamais fait, ouais, c'est sûr. Allez. Numéro 2, c'est 20 minutes après sa victoire face au Benfica. L'OL peut passer l'hiver au chaud. Mais oui, parce qu'ils ont gagné en péninsule ibérique. Ah, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Et enfin, le gagnant cette semaine de l'équipe avec son titre. Non, c'est pas le vôtre, Estelle. Et non, jamais de bas avec la dîme. C'est excellent. Évidemment, Estelle a son titre, puisqu'elle n'est jamais d'accord avec tout le monde. Eh bien, je vous laisse le vendre, c'est le titre d'Estelle. Allez, bon, vendez-le. Mais oui, c'était ce matin, voilà, dans le journal de l'équipe, regardez, Depay, l'accent aigu. Ah, l'accent excellent. L'accent aigu. Mais oui. Ah bah ça évidemment quand on n'a pas de culture, ça évidemment. Ah bah ça c'est sûr. On connaît pas les accents aigus. Mais excusez-moi, sur le banc ou pas? l'accent aigu. Et bah comme l'accent aigu. Oui, mais merci, on a compris. Et bah c'est excellent. Non, c'est pas excellent. Et surtout ça n'avait jamais été fait. Oh là là, en plus elle est agressive. Parce que vous n'aimez pas mes titres. Allez, les amis, on se quitte avec l'entraîneur de gym. Vous savez, les entraîneurs de gym, ils font la parade pour la barre fixe. Ils sont là pour aider au cas où. Bah lui, il a presque fait la parade, mais pas jusqu'au bout. Ah, c'est dommage. Ça va faire mal. Ah non. Bah non, fallait être là jusqu'au bout. Bah oui. Ah non, faut pas se retourner, jamais. Il y a eu un coup de fil. Tu sais que tu m'appelles. Qui me parle? Merci
Pierre-Antoine, retour de la petite lucarne. Et bien, ce sera lundi, 18h10 dans l'équipe d'Estelle. Et demain, ce sera évidemment un best-of. Dans un instant, la liste de Didier Deschamps. Pas vraiment de surprise, mais Olivier Giroud est là. Est-ce que vous avez été convaincu par les explications du sélectionneur? On verra bien sûr le baromètre de la Ligue des Champions, les tops et les flops de cette 4e journée. Et puis l'absence de Memphis Depay. Est-ce que c'est une catastrophe pour Lyon dans le Ridico face à Marseille dimanche soir? À tout de suite. C'est l'équipe d'Estelle du foot en direct jusqu'à 19h45. On parle de Ligue des Champions, bien sûr le baromètre. Dans un instant, les tops et les flops de la 4e journée. Mais avant cela, l'actualité, c'était également la liste de Didier Deschamps en début d'après-midi pour les 2 prochains matchs des Bleus en éliminatoire de l'Euro 2020 face à l'Albanie et face à la Moldavie. Allez, un petit retour, Raphaël, et puis la présence d'Olivier Giroud. Oui, exactement. Le retour de Benjamin Mendy en défense. Vous le voyez, qui retrouve les Bleus. Toujours pas de Paul Pogba blessé au milieu de terrain, tout comme Hugo Lloris chez les gardiens de but. Pas de surprise. Un retour aussi, celui de Nabil Fekir en attaque, l'attaquant du Betis Séville. Et Olivier Giroud, qui ne joue pas beaucoup, voire très peu avec Chelsea, mais qui est toujours présent dans cette liste des 23 de Didier Deschamps. Et oui, 18 minutes de jeu pour l'attaquant de Chelsea avec son club depuis le dernier rassemblement. Giroud donc toujours dans la liste. Écoutez les explications du sélectionneur. Évidemment qu'il n'est pas responsable aujourd'hui de sa situation. Il a subi. Il y a des choix. Je ne suis pas là pour m'immiscer dans les choix de Frank Lampard. Il a ses choix qui lui donnent plutôt raison par rapport à ce qui se passe sur le terrain aussi. Mais évidemment que cette situation est bien trop inconfortable. J'espère que la situation pourra évoluer. Est-ce que c'est possible qu'elle évolue positivement à Chelsea ou pas? J'ai pas la réponse. Je ne vais pas m'inquiéter aujourd'hui parce qu'il est là, il sait que je lui fais confiance. Mais évidemment que j'espère que vous n'aurez pas à me poser la question mi-mars, quoi. Ça serait bien. Voilà, bon, on verra si on posera la question mi-mars à Didier Deschamps. Giroud sélectionné, les explications de Didier Deschamps vous ont-elles convaincu? Didier Deschamps, Olivier déchu pour Flo Gazan. Oui, elles vous ont convaincu, Benoît. Pareil pour Bertrand jusqu'au 31 janvier. Oui, c'est-à-dire la date de la fin du mercato, évidemment. Mais quels arguments? Écoutez, on va en parler là. Et puis oui, pour Raphaël Sebaoun, quels arguments? Les arguments, c'est que service rendu à la patrie, qu'il a toujours été bon avec les Bleus, que quand il est là, il est performant et que donc il le reprend. Donc ça vous étonne? Blablabla. De quoi? Il a rien dit de nouveau. Moi, je suis même étonné dans votre introduction, vous dites Giroud est là. Mais moi, ça m'étonne pas. Giroud, moi je vous le dis, il sera là jusqu'au mois de juin. Et vous verrez, ça dépend son temps de jeu. Mais quoi qu'il arrive, Giroud sera là au mois de juin. Moi, je vous prends les paris tout de suite. Je vous mets 50 balles si vous voulez. Oui, il n'y a pas de problème. Et là, la Française des Jeux. Mais c'est tellement évident. Mais c'est tellement évident. Mais c'est parce que dit Deschamps, on n'est pas écouté. Mais arrêtez de dire qu'il ne dit pas ça. Il dit rien. Il dit rien. Bah oui. Il dit ne me posez pas la question au mois de mars. Au mois de mars, les choses auront certainement changé. Mais de toute façon, c'est une évidence. Par rapport à ce que dans la philosophie de jeu de Didier Deschamps, Giroud, pour moi, il est incontournable. Mais s'il ne joue pas? Et alors? Mais il joue jamais, il est toujours là. Et il va jouer contre la Moldavie, et il va jouer contre l'Albanie. Oui, mais parce que là, il joue jamais, mais il a quand même 20 minutes entre un but en un mois. Je sais bien, mais je dis 6 mars, il y a 4 mois. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi, je reste persuadé qu'il y sera malgré tout ce qu'on sur le. Mais oui, si on a bien compris. mais tiens, il a raison. Moi, je les ai. Tiens, ah bah non, je les ai pas. Moi, je les ai. Bon, d'accord. Je suis pas sûr d'avoir la monnaie. Olivier prend la carte bleue, il a le sabot. Hein. Non, mais est-ce que vous n'avez pas senti quand même que Didier Deschamps était un poil plus gêné que le mois dernier dans sa conférence de presse, Dave? Ouais, et le mois dernier, dans sa conférence de presse, il avait déjà dit des choses un peu plus appuyées que les fois précédentes. Malgré tout, la situation devient critique. Je suis d'accord avec Olivier sur le fait que moi, ça a été une surprise pour personne de le voir sur ce rassemblement, etc. Quand je dis jusqu'au 31 janvier, ça va me convaincre, et à la limite, je suis même plutôt d'accord avec lui. Parce qu'on regarde le dernier rassemblement, il a été performant, il a été décisif, effectivement. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Je dis jusqu'au 31 janvier parce que après, il va y avoir un souci, c'est qu'on va être en préparation de l'Euro. Et que l'Euro, ce sera évidemment plus, par définition, des rendez-vous ponctuels. Ponctuellement, là, il peut être prêt, on le prépare. Vu son style de jeu, ça peut aller. Sur une phase finale, ce temps de jeu-là, il ne pourra pas suffire. Au bout de 2 matchs, il se blesse. Ah, exactement. C'est exactement le problème qui peut se passer. Voilà. Je pense. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai mis un doute dans le voir Olivier Giroud au mois de juin si jamais il ne trouve pas de club et si cette situation reste la même à Chelsea. Parce que, comme tu l'as dit, Estelle,
Là, il a pris, pourquoi? Parce qu'il y a eu un mois qui s'est passé entre les précédents matchs. Donc en un mois, bon, il joue pas, mais c'est pas non plus extraordinaire un mois. Qui va reprendre du temps de jeu là avec l'équipe de France. Après, c'est mars, novembre, décembre, janvier, février. Il y a déjà 4 mois. Tu connais bien le calendrier. Hein. T'as vu? Donc 4 mois, c'est déjà, c'est quand même énorme. Il va rejouer peut-être au mois de mars, sachant qu'au mois de mars, je crois qu'il y a qu'un match. Non, il y en aura 2. Hein. Il y en aura deux. Et après, il va attendre encore 4 mois. Jusqu'à une grosse compétition. Après, il y aura 3 matchs peut-être, ou 2 ou 3 matchs de préparation avant le... Oui, mais quand tu... Enfin, c'est avril-mai, encore une fois, il y a 2 mois. Oui, mais quand tu manques de temps de jeu, les entraînements, ça ne remplace pas les matchs, l'intensité des matchs. Et si tu manques de temps de jeu... Et à l'Euro, il faut enchaîner des matchs rapprochés. Exactement. Et le corps, est-ce qu'il va pas mal réagir? Deschamps dit qu'il est hyper affûté, qu'il fait vraiment le nécessaire. Il est affûté là, c'est un mois. Un mois sans jouer, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, 4 mois, 2 matchs, 4 mois, et ensuite... Enchaîner un Euro, si tu vas loin, tu peux jouer beaucoup de matchs rapprochés. Je suis pas sûr que physiquement ils tiennent le coup. Surtout avec un manque de compétition comme ça, enchaîner, allez, dans le meilleur des cas, alors, combien? C'est 7 matchs. C'est un gros 7 gabarit, matchs en plus, rapprochés à haute intensité. Plus ça va aller, plus ça va être intensité. C'est pas la Moldavie, hein. Là c'est autre chose qu'on va affronter. C'est pour ça, je dis jusqu'au 31 janvier, oui, ça tient, c'est tenable. Après, moi, je suis comme Benoît. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est pas fait. Il y a une bonne nouvelle pour Olivier Giroud. C'est selon nos confrères du Daily Telegraph. Vous savez, Chelsea interdit de recrutement. Chelsea ne voulait pas forcément vendre Olivier Giroud. Alors selon les informations du tabloïd anglais, eh bien Chelsea est prêt à ouvrir la porte à un départ cet hiver de l'attaquant français donc pour ce mercato hivernal. 2 clubs sont cités dans le papier. Il y a Crystal Palace, mais ça on le savait déjà, intéressé. Puis il y a également West Ham. Ça pourrait être 2 points de chute intéressants pour Olivier Giroud. Voilà. Il reste à Londres. C'est pas fait parce que après on voit pas bien pourquoi Chelsea vendrait Olivier Giroud. Ils ont pas le droit de recruter. Ils n'ont pas le droit de recruter. Ils vont pas aller vendre leur 3e attaquant. S'il y en a un qui se blesse, comment ils font? Oui, après c'est aussi des arrangements à trouver. Le club il est aussi en mesure de comprendre qu'il y a une grosse compétition qui arrive. C'est bien le genre des clubs. Mais non, mais s'ils ne comprendront pas au premier rendez-vous avec l'agent, quand ils seront allés 3 ou 4 fois et que Giroud a fait comprendre qu'il veut absolument partir, il y a des bras de fer, et ce ne sera pas le premier ni le dernier en foot. Et là, pour le coup, il va falloir là-dessus qu'il y ait une fermeté de la part de Giroud et de ses agents pour absolument trouver une porte de sortie. Parce que jusqu'alors, ça ne pose pas de souci. En plus, les meilleurs arguments de Deschamps, c'est les matchs de Giroud en équipe de France. Chaque fois qu'il joue, il est titulaire remplaçant, il marque des buts. Donc, il se donne à chaque fois le mois de sécurité pour le rassemblement qui suit. Donc, il n'y a aucun souci. Après, c'est vrai que si, comme l'a dit Benoît, ou tout le monde le dit, si pendant 3 mois, il joue 0 minutes, là, il va y avoir un problème. Mais au bout d'un moment, à Chelsea, il faudra dire, vous voulez me garder, mais je joue 0. C'est pas il joue un quart d'heure à chaque match. C'est pas il joue plus du tout. Oui, mais c'est au cas où quelqu'un se blesse. Mais ouais, mais au cas où, dans ces cas-là, au cas où, lui va partir au cas où il serait pas dans la liste au mois de juin. Voilà. Moi, je pense que le choix est très simple. Ils ont ouvert une petite porte, et je pense qu'il faut vraiment qu'Olivier Giroud prie que Abraham et Batshuayi ne se blessent pas. S'ils ne se blessent pas, peut-être qu'il y aura sans doute des discussions pour éventuellement lui trouver un point de chute. Mais par contre, si l'un des deux se blesse, Olivier Giroud restera à Chelsea. Oui, mais ça veut dire que dans ces cas-là, il passe de 3 à 2 et quand tu es le deuxième, à ce moment-là, il aura plus de temps de jeu. Un peu plus de temps de jeu. Mais finalement, comme au mois d'août, parce qu'au mois d'août, Olivier Giroud avait quand même pas mal joué. Souvenez-vous, alors on a fait une courbe, regardez, il avait joué 174 minutes sur le début de saison, et puis ça a chuté le 17 minutes du mois de septembre. Bon, il a joué 3 minutes de plus au mois d'octobre, mais on rappelle quand même l'information, lors du match face à l'Ajax Amsterdam, il n'était pas dans le groupe des joueurs retenus pour affronter l'Ajax de Franck Lampard. Ce que je trouve terrible, finalement, et par rapport à ce que ça nous dit aussi un petit peu, c'est une histoire qui est très compliquée, mais il est quand même remplaçant derrière Tammy Abraham. Qui est excellent. Excellent, on ne connaissait pas. Oui, quand Mbappé est arrivé, on ne connaissait pas. Si tu me dis que Giroud il est remplaçant derrière Suarez et Lewandowski, je te dis oui. Si tu me dis qu'il est remplaçant derrière Tammy Abraham... Parce qu'il flambe. Parce que s'il est fort... Enfin, quand Messi est arrivé, le mec qui était derrière, il devait se dire, on devait lui dire, tiens, vous êtes remplaçant derrière un gamin de 17 ans. Bah oui, c'était Messi. Bon bah voilà. Non mais alors, donc vous êtes... D'accord. Et donc Batshuayi... C'est Messi, donc on dit qu'Abraham, il marque quasiment tous les matchs. Ok, donc Batshuayi, c'est un phénomène de fou. Ça, c'est autre chose. Dans ce cas-là, ne me parle pas d'Abraham, parle-moi de Batshuayi. Mais moi, je vous dis, je vous mets les deux. C'est Giroud qui est titulaire, avançant de titulaire de l'équipe championne du monde. Il se retrouve remplaçant derrière un môme de 19 ans qui est malgré tout un jeune qui débute. Et il faut voir un peu. Et derrière Batshuayi, qui est ce qu'il est, mais qui est un bon joueur. Il s'en fout. Pardon ?
Bah Deschamps, il s'en fiche de ça. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est un truc que je n'ai jamais vu dans une grande sélection. Il sera pas forcément titulaire à l'Euro. Parce que là, ces derniers temps, on avait Mbappé qui n'était pas là, etc. Mais tu peux jouer avec Griezmann, Mbappé, Coman et... Laissez parler Olivier. Toi, t'es dans ton point de vue. Lampard, il pense pas du tout comme toi. Lampard, en fait... Mais Lampard... Mais bien sûr, mais il pense pas comme ça. Un débat avec Batshuayi, il n'y a aucun souci. Mais par contre, Abraham, c'est le joueur de Bien sûr. Mais non, mais juste... Mais avec Batshuayi, pas tous en même temps. Attendez, moi je dis pas... Juste un truc. Je dis pas que Lampard se trompe. Je dis juste que c'est révélateur quand même sur la perception de Giroud. Moi, on m'explique comme on veut. Il était remplaçant sur la fin à Arsenal. Il était remplaçant avant Lampard à Chelsea. Il y a combien 3 ou 4 entraîneurs qui l'ont mis sur le banc. Oui, mais l'équipe de France est championne du monde avec lui comme titulaire. Oui, mais c'est fou. Mais il sera pas forcément titulaire à l'Euro. Mais où est le souci? Il sera pas forcément titulaire à l'Euro, Dev. Il peut être dans le groupe. Là, jusqu'à maintenant, il était titulaire, mais il peut être dans le groupe. Il sera titulaire à l'Euro, tu Pas forcément, mais parce que tu peux avoir Kylian Mbappé en numéro 1. Vous voulez parier? Mais non, mais c'est tellement... Tu remets 50 balles ou quoi? Attendez, Je suis d'accord. Non, mais Bertrand, écoute, je suis d'accord avec toi. Mais tu regarde tous les matchs de l'équipe de France depuis 5 ans, 6 ans. Mais on les regarde. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Giroud, il est là. Ah oui. Tant qu'il sera là, dans l'esprit de Didier Deschamps, dans la façon de... Mais si, Bertrand, mais si. Après... Non, mais Platini, il joue plus en 10. Mais comment... t'arrêtes. Eh ben, il arrête ça après l'Euro. Là, tu sautes du coq à l'âne, ça n'a rien à voir. Si, je te dis ça. Mais non, mais pour le moment, dans la tête de Didier Deschamps... Giroud, c'est la pièce. Est-ce que je peux lui répondre, Estelle? Non, parce que Raphaël a un tableau que j'aimerais voir. J'allais justement donner des arguments à Bertrand Latour sur la concurrence qu'a Olivier Giroud en équipe de France. Non, mais il a parlé de Kylian Mbappé qui peut être une solution dans l'axe. On n'a pas mis dans la concurrence Antoine Griezmann dans ses concurrents à lui. Il y a Wissam Ben Yedder, même s'il n'a pas fait un dernier bon match en bleu, il est quand même le meilleur buteur aujourd'hui du championnat de France de Ligue 1. Bon, Alexandre Lacazette, on sait que Didier Deschamps n'apprécie pas forcément son profil. L'émergence de Moussa Dembélé, peut-être qu'à un moment donné, eh bien l'attaquant de l'Olympique Lyonnais va être appelé en équipe de France. Bon, après, pour Pléa est souvent appelé par Didier Deschamps quand il y a un forfait. Et puis, il y a Anthony Martial qui retrouve un bon niveau et qui aujourd'hui est titulaire dans l'axe à Manchester United. Moi, c'est marrant parce que vous essayez toujours de trouver des solutions de rechange. Bah, évidemment, j'entends bien. Mais gouverner, c'est prévoir. Exactement. On est d'accord. Mais de toute façon, la solution de rechange, elle viendra après le championnat d'Europe. Ce qu'il faut se rendre compte quand même, c'est que Giroud, de la façon dont il joue, ça permet à Griezmann, ça permet à Mbappé d'être au top du top. Mais non. Alors, excuse-moi, Bertrand. On a gagné. Arrête de me raconter n'importe quoi, laisse-moi finir. Non, mais il y a que toi qui parle. On peut jamais te répondre. Mais t'es mignon. Laissez-le répondre. Réponds. Non, on a gagné de cette manière-là en 2018. Est-ce que c'est gravé dans le marbre? Pas forcément. Je me souviens qu'avant la Coupe du Monde et même lors du premier match de cette Coupe du Monde, Deschamps ne pensait jamais jouer de cette manière-là, qu'on n'a pas toujours joué avec Matuidi à gauche, Griezmann en soutien de Giroud et Mbappé à droite. Ça n'a pas marché. Mbappé, il peut jouer dans l'axe. C'est aussi une possibilité. Je pense pas que Giroud, il est forcément titulaire. Oui, mais le premier match de l'Euro, on n'a pas joué comme ça et vous avez bien vu ce qui s'était passé. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde, pardon. Sauf que tes valeurs peuvent changer. Kingsley Coman, ça faisait longtemps moi que je l'avais pas vu à ce niveau-là sur la durée. Ses derniers matchs en équipe de France sont plutôt bons. Est-ce que Coman, il lui a interdit d'être titulaire en bleu? Moi, et ça, c'est pas le problème. Bon, écoutez, arrêtez. Mais non, mais parce que. Non, mais oui. Ah oui, mais bon. Tu peux pas jouer à 12, Olivier. Non, vous avez épuisé votre temps de parole. Non, mais juste là, on part sur Coman, mais c'est pas le problème. Mais si, c'est le problème, parce que s'il prend la place de Mbappé à droite et il joue dans l'axe, Mbappé. Olivier, si Mbappé qui est à droite, il est remplacé par Coman, Mbappé il est dans l'axe du coup. Écoute-moi. Mais sérieux. Je comprends rien en football, je suis d'accord avec toi. Mais non, mais t'écoutes pas ce qu'on dit. T'écoutes pas ce qu'on dit, Olivier. T'écoutes pas ce qu'on dit. Mettez-le à la place de Giroud sur le banc. Mais mettez-moi sur le banc si vous voulez. Mais il gagne à chaque fois comme ça. C'est un truc de fou. Et reviens avec le banc tout à l'heure. Mais je me sens mieux là. Il fait beaucoup de bruit. On arrive à parler. On va pouvoir faire le foutoir tranquillement. Non je vais pas la rappeler avant la dernière partie, je crois. Il reviendra sur deux pailles. Allez. Justement, le foutoir, vous en parlez, Raphaël, ça tombe bien. C'est l'heure. On est même un peu en retard parce qu'il y a des discussions qui nous ont totalement dépassé. Voici donc le foutoir. Toutes les infos foot du jour. Et on va commencer avec les nouvelles du jour. Concernant Hugo Lloris qui a finalement été opéré du coup de gauche après sa grave blessure survenue au début du mois d'octobre. Alors les médecins avaient préconisé le contraire au départ, mais après de nouveaux tests cliniques et des examens, ils ont changé d'avis. Lloris, je cite le communiqué de Tottenham, qui reste sur la voie d'un retour à l'entraînement en début d'année prochaine. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va écouter Didier Deschamps, donc, qui était en conférence de presse aujourd'hui à propos de parler
à propos de son capitaine en équipe de France, Hugo Lloris. Écoutez-le. Ça rallongera pas son indisponibilité par rapport à l'avis du chirurgien, mais c'était nécessaire pour lui permettre d'avoir une très bonne cicatrisation, consolidation, plutôt que d'attendre et se rendre compte 3-4 mois après que finalement il faut re-intervenir. Donc oui, j'ai échangé avec lui et d'ailleurs je vous le dis, même si vous le verrez, mais il sera là avec nous jeudi pour le match. Comme c'est notre capitaine, c'est important qu'il soit là au Stade de France et il viendra avec nous. Voilà, Hugo Lloris au départ c'était janvier 2020, son retour là, Didier Deschamps dit début 2020. Début 2020 ça peut être février, mars, c'est pas forcément une bonne nouvelle finalement. Par rapport au timing et de retrouver la compétitivité avant l'Euro, oui, bien sûr, ça resserre un petit peu le calendrier maintenant. Si c'est pour qu'au niveau de sa santé, il ait pris la meilleure décision possible, évidemment que c'est tant mieux. La clé, elle va être mentale. Parce qu'il y a des joueurs, et particulièrement des gardiens, quand ils subissent des chocs comme il a subi, il peut y avoir aussi un effet traumatique. C'est-à-dire que certaines prises de balles, dans certaines situations un peu extrêmes, est-ce que... vous savez, c'était, je crois, Grégory Schneider. Est-ce qu'il va retrouver l'amplitude? Oui, exactement. Grégory Schneider qui disait ça d'un gardien, je crois que c'est Brasiliano d'ailleurs, de Nancy, qui lui disait, après une longue blessure, il disait « j'ai plus mal, mais la douleur est encore là ». C'est-à-dire l'idée de la douleur est encore là. Et donc, forcément, un gardien qui a cette toute petite faille, c'est subtil, hein. Ça change tout. Et Lloris, il fait partie des meilleurs quand il est au maximum. S'il lui manque un tout petit peu, c'est cette confiance qu'il va falloir retrouver. C'est un gros caractère, c'est un champion. Malgré tout, c'est aussi quelqu'un qui a subi quelque chose de lourd. C'est problématique, revenez Bertrand, c'est problématique pour vous cette blessure d'Hugo Lloris, parce qu'en plus on sait que le coup, ça fait horriblement mal, donc forcément ça doit être un petit peu inscrit. Dépêche-toi, il est de retour. Mais en fait tout dépend de la nature de la blessure, et tout dépend comment va se... Là c'est luxation et fracture. Hein. Tout dépend comment va se faire l'opération, comment va se faire la rééducation aussi, c'est très important pour la suite. Moi je sais que j'ai été opéré plusieurs fois du genou, et comme tu le dis Dave, la douleur est là. La douleur reste là. Donc il va falloir qu'il fasse une très bonne rééducation, il va falloir aussi que mentalement il se prépare comme un vrai champion, parce qu'après il y a un Euro qui arrive, et comme tu l'as dit, Lloris ne peut pas être à 50 ou 80%, il doit être à 100% pour être un grand Lloris. Donc tout dépendra de sa rééducation, de l'opération, comment ça se passe, comment lui psychologiquement le vit. Voilà, c'est tout ça qui... Faut espérer qu'il lui remette le coude à l'endroit, hein, parce que c'est emmerdé. Le gardien du jour. Le gardien du jour, c'est Kyle Walker, le défenseur de Manchester City. Alors après l'expulsion de Claudio Bravo, qui lui-même avait remplacé Ederson qui s'était blessé dans le match. Regardez, plus de gardien disponible. Eh bien, Kyle Walker, l'habituel latéral de Manchester City, qui a dû travailler un peu partout entre l'Atalanta et Manchester City. Il y a eu un coup franc à gérer et il s'en est bien sorti. Il n'a pas encaissé de but. Hein. Bon, voilà, Jérôme Alonso. Il a préservé le match nul à un but partout entre l'Atalanta et Manchester City. On va écouter son entraîneur Pep Guardiola parler de la performance de son nouveau gardien Kyle Walker. Walker est-il toujours votre remplaçant naturel dans ce genre de situation? Non, nous nous sommes tout de suite posé la question après l'expulsion. Nous n'y avons pas pensé à l'avance. Xavi Mancisidor, notre entraîneur des gardiens, l'a suggéré en raison de son courage et de sa rapidité. Alors il est allé dans le but. Et nous avons eu de la chance de n'avoir concédé qu'un seul tir cadré alors qu'il était dans les buts. Bravo pour son courage et son désir d'aider l'équipe en allant dans les buts. The desire to help the team and going in that position. Le recalé du jour. C'est Arsène Wenger qui ne sera pas le prochain entraîneur du Bayern Munich. Information communiquée par le quotidien allemand Bild. Alors la direction du Bayern a confirmé l'information dans un communiqué. Arsène Wenger a personnellement appelé Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d'administration, mercredi après-midi, pour nous faire part de son intérêt de devenir notre nouvel entraîneur. Nous apprécions beaucoup le travail qu'il a accompli à Arsenal, mais il ne fait pas partie des candidats susceptibles de devenir le nouveau technicien du Bayern. C'est dur pour Arsène Wenger quand même. Alors, non mais quand même, déjà qu'il ait fait une proposition, c'est quand même étonnant déjà. Oui, c'est vrai que ce soit lui qui est... il a vraiment envie de travailler. Maintenant, non mais c'était pas un projet qui lui ressemblait. Si il veut venir ici, il peut. Hein. Oh, il serait bien. Non mais c'était pas un projet qui lui ressemblait, c'était un truc sur quelques mois. Arsène Wenger pour dépanner comme ça, je le voyais pas le truc. Je me disais, c'est pas Arsène Wenger au Bayern. Mais s'il avait réussi, il aurait continué, oui. Ouais, enfin d'un seul coup, voilà, ça devient soumis à un truc. C'est-à-dire que Wenger, c'est quand même un homme de projet. Il s'installe,
on lui donne là, c'est que sur vraiment je peux pas être médisant, mais à 70 ans, tu peux pas. C'est ça, il allait pas. Entre 20 ans à Arsenal et 8 mois. Mais à 20 ans, il est frappé au Bayern. Il y a peut-être une. Vous rigolez, Estelle, mais c'est vrai, non? Je pense que le Bayern, il en avait vraiment envie parce que moi. Ah non, mais sans doute. Le Bayern. Mais je trouvais que c'était pas une temporalité qui lui ressemblait. Il a tellement toujours été fan du football allemand parce que quand on était à Strasbourg ensemble. On allait à Stuttgart voir les matchs la chance. de Stuttgart. Stuttgart non, de Bundesliga, je voulais vous dire. Ah oui, bah oui. Quand même, Estelle. Allons. Et donc, il était fan absolu. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait eu envie de faire même une pige de 6-8 mois. Pourquoi pas? Il fallait attendre les 70 ans. Ouais. Non, mais on aurait aimé, franchement. Et alors, Heynckes, il avait quel âge? 72. Mais sauf qu'il avait une histoire différente avec le Bayern, puisqu'il avait déjà été entraîneur de ce club-là. Ah bon? Je veux pas te remettre en cause ta connaissance du foot, mais. Bon, ça va pas recommencer. Et que les Jekyll, là. Vous arrêtez. Un mot sur Giroud, Olivier, ou pas? Non. Le menacé du jour. C'est Unai Emery qui est de plus en plus en danger à la tête d'Arsenal. Les Gunners ont joué hier un match d'Europa League. Ils ont été tenus en échec par le club portugais de Guimarães, un but partout. Pourtant, Mustafi va marquer à la 80e minute sur une passe de Nicolas Pepe. Exactement, on voit, c'est lui qui tire le coup franc, l'ancien joueur du LOSC. Il trouve parfaitement Mustafi. Oui, mais ce n'est pas suffisant puisqu'à la 91e minute, eh bien, Bruno Duarte va égaliser un but partout. Score final en plus, vous voyez, le but, bon, un petit peu casquette, c'est du grand n'importe quoi dans la défense d'Arsenal. Et bon, il y a un geste acrobatique de Duarte et Emery, donc de plus en plus menacé à la tête d'Arsenal. Mais alors qui pourrait remplacer Emery? J'en sais rien, mais j'ai regardé le match hier après-midi, c'est un naufrage. Alors ok, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient habituellement titulaires qui étaient sur le banc. C'était pas le cas de Pépé qui était titulaire. Première titularisation en Europa League. Mais non, mais là, c'est un offre. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Ils se procurent aucune occasion. Il y a eu des poteaux pour les adversaires, etc. C'est-à-dire que je ne vois pas le projet de Emery. Je ne vois pas où est-ce qu'il veut aller avec cette équipe-là. Plus je les vois jouer, moins je les trouve bons. Moins les matchs sont aboutis. Là, c'est chaud. Là, c'est vraiment chaud. Benoît, faut changer. Après, est-ce qu'il a les joueurs pour aussi? Il faut qu'il prenne Giroud. Est-ce qu'il a les joueurs pour prétendre à avoir la 3e place ou la 2e place? Je ne sais pas. Mais la 4e. Ils sont 6e là. Oui, mais au-delà des résultats, moi je rejoins Bertrand. L'année dernière, quand il a commencé, ils n'ont pas fini dans les 4, mais je trouvais que le souffle qu'il avait donné, il y avait quand même un changement un peu de style et tout. Et je me disais, ah tiens, peut-être qu'il a posé les premières pierres pour évidemment cette année. Je trouve effectivement, moi, que plus ça va, moins il se passe de choses, indépendamment des résultats. C'est ça, en fait, qu'ils sont aussi en train d'observer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se dire, mais là, son discours, il passe plus. Donc, c'est un coup à 4, un coup à 5 derrière. C'est très inquiétant. Il continue de chercher, donc il n'y a pas de direction. Et ça, c'est toujours très mauvais, en fait. Les absents du jour. Du côté de Saint-Etienne qui affronte en Ligue Europa Alexandria, alors beaucoup d'absents. Cabaye, Abi, Monet Paquet, Mvila et Saliba sont blessés. Vous voyez la composition probable de cette équipe. Alors juste concernant Mvila, il ne devrait pas reprendre l'entraînement avant une dizaine de jours et la compétition avant un mois. C'est le cas également de Saliba. Donc voilà, et Claude Puel a dû recomposer une équipe. Ça va mieux tout de même en Ligue 1 pour cette équipe de l'AS Saint-Etienne. On va écouter à ce propos Stéphane Ruffier, le gardien des Verts, qui nous dit ça va mieux en Ligue 1. Maintenant, il faut faire la même chose en Ligue Europa. Écoutez-le. On n'a pas le choix si on veut continuer à exister dans cette compétition. Depuis l'arrivée du coach, on a su redresser les résultats en championnat. On a retrouvé un certain équilibre. Maintenant, à nous de faire la même chose en Coupe d'Europe. C'était beaucoup mieux sur le match aller contre cette équipe-là. À nous de faire le maximum demain pour prendre les 3 points. Vous êtes inquiet pour cette équipe de Saint-Etienne, Olivier? Un petit peu, oui, quand même. Ouais. Bon. Bah oui, un petit peu, parce que je trouve qu'en Ligue Europa, en tout cas, ils sont plus que décevants. Alors, Claude a apporté quelque chose peut-être d'un petit peu nouveau, même si, même en Ligue 1, même s'il gagne, et notamment c'était le cas à Bordeaux récemment. C'est parfois heureux. Hein, ça l'arrache. Hein. Oui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça va mieux quand même. Ça va mieux, ça gagne, il a un soufflet. C'est tout. Sur 12. Mais pour le moment, on sent rien, quoi. Il n'y a pas. Ouais, mais bon. C'est pas grave. Ah bon, pourquoi Bon, non, mais on s'en fout de la Ligue 1, du jeu, c'est pas grave. Non, on s'en fout pas. C'est de regarder hop, on a gagné un match, parfait, très bien. Pas du tout. Bah si, c'est ce que font 19 équipes sur 20 quasiment, quoi. Donc c'est pas grave, on a gagné, mais il n'y a pas de jeu, mais c'est pas grave. Marseille, on a gagné contre Lille 2-1, un tir cadré, c'est pas grave, on a gagné. Lyon, on gagne 3-2 contre Toulouse sans savoir pourquoi, c'est pas grave, on a gagné. C'est jamais grave, puis tu arrives en Coupe d'Europe et tu te fais démonter par des équipes ukrainiennes. Attends, Alexandria, ça jouera touche-touche avec le top 5. Touche-touche avec le PSG. Top 5. Non, touche-touche avec le PSG. Non mais Steph, vous pensez que je rigole? J'exagère peut-être un peu. Non, je crois mais moins que vous le pensez. Mais moins que vous le pensez, moi je suis très inquiet. Franchement, je suis très inquiet quand je vois. Il y a les résultats, il y a le jeu. C'est-à-dire que Rennes-Cluj,
Bah, ça m'inquiète. Saint-Etienne ou Alexandria il y a 15 jours, ça m'inquiète, mais vraiment. Ce qui m'inquiète, c'est que tu regardes. Ne t'inquiète pas, il y a Bordeaux qui arrive l'année prochaine. Ah, super. Bah, écoutez, Ils vont montrer du beau jeu avec Paulo Sousa, avec son 3-5-2. Des stades pleins, voilà, ça va être bien là. Vous avez un poste là, ça y est, au Girondin ou comment ça se passe? C'est en cours. Bientôt, c'est ce que je me disais. Il y a une tribune. Le recadrage du jour, et ça va pas faire plaisir à Olivier Roulier. De Leonardo qui a répondu à Michel Platini qui avait critiqué le Paris Saint-Germain en disant, on vous rappelle ce qu'il avait dit chez nos confrères de France Info, pourquoi ça s'appelle le Paris Saint-Germain, nous dit Michel Platini, parce qu'il y a 40 000 personnes, une grande population qui aime son club, d'accord, mais bon, ça pourrait s'appeler Coca-Cola ou autre chose. Donc le directeur sportif brésilien lui a répondu. Honnêtement, je ne veux même pas parler de racisme parce qu'on laisse de côté ça, mais on peut parler de jalousie, parce que ça me ressemble à jalousie. Parce que même ces mots par rapport à Mbappé, ça me ressemble à jalousie, parce que parler que Mbappé va trop vite, ou que Mbappé, il y a quelque chose qui ne marche pas, honnêtement, je ne vois pas. Je pense que Mbappé, c'est un des joueurs mieux au monde, et il sera sûrement le mieux au monde. C'est pour ça que je pense que le commentaire, mais comme le proverbe français, il vaut mieux de faire envie que pitié. C'est un peu dur quand même, Olivier, les propos de Leonardo sur Platini. Non, mais alors je pense que là, Leonardo, autant j'ai apprécié ce qu'il a fait avant, mais ça, j'apprécie pas du tout. Je trouve que d'abord, Michel ne s'est pas permis de critiquer le Paris Saint-Germain. Il a pris un exemple. Il a dit, je prends le PSG comme exemple. Il y a le Qatari, il y a un Brésilien, il y a un Allemand, et il n'y a qu'un seul Français. Il n'a pas tort. Deuxième chose, quand il parle à Mbappé, il ne critique pas Mbappé, il n'est surtout pas jaloux. Je peux vous assurer, le connaissant comme je le connais, il ne sera pas jaloux de Mbappé, il n'y a aucun souci là-dessus. Il s'est simplement permis de donner un petit conseil à Mbappé, de temps en temps, de savoir, de faire autre chose que de courir vite. Que Xavi aussi a conseillé à Mbappé. De capable de donner le ballon, comme par exemple hier soir, s'il avait donné le ballon 2 ou 3 fois de plus, peut-être que le jeu du Paris Saint-Germain aurait été éclairé. Donc j'ai trouvé que c'était malvenu de la part de Leonardo, et en plus, je pense quand même qu'il peut avoir un minimum de respect pour Michel Platini. Ceci étant... C'est bien dit. Ça, c'est dit. Le message du jour. De Manuel Kaby, blessé grièvement dans un accident de voiture dimanche dernier, le latéral messin qui présente une insensibilité des membres inférieurs. Il s'est voulu rassurant dans ce message sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, je vous informe que je me porte bien, je suis entre de bonnes mains et bien entouré par mes proches. Merci à tous pour vos messages de soutien. Ça me va droit au cœur et je garde le moral. Je vous tiendrai informé. La rumeur du jour. Le quotidien italien Il Secolo qui nous dit que le Genoa aurait rouvert le dossier Hatem Ben Arfa. Apparemment, il était déjà un petit peu ouvert cet été. Et Thiago Motta, qui était son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, fait de lui l'une de ses priorités. Mais ce serait pas mal, ça, hein, Bertrand. Ça, j'y crois beaucoup plus que les pistes françaises. Parce qu'Hatem Ben Arfa, il y a quelques temps, il voulait pas revenir en France. Donc là, il n'y avait pas de logique. Là, ça peut réunir toutes les cases qu'il souhaite être cochées, c'est-à-dire que ce soit à l'étranger, préférant championnat italien ou espagnol, a priori Genoa est en Italie, avec un coach qui le place au centre de l'attention. Là, Motta, à peine arrivé, s'il désire Hatem Ben Arfa et qui lui montre la confiance, je pense que dans ce contexte-là, ça peut réussir. Donc, il le connaît. Ça me plaît bien. Il le connaît et il l'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui ont beaucoup dit que ça avait été très dur, la mise à l'écart, qui a milité pour qu'il ait ses primes, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elle soit sucrée, et qui avait beaucoup d'estime pour son niveau de jeu quand il était bien, quand il était en pleine possession de ses moyens. Donc c'est pas juste une opportunité. Je pense vraiment qu'il se dit, à l'échelle du Genoa, un talent comme Hatem, physiquement prêt, hein, ça peut être bien. Et franchement, on a envie de le voir. Absolument. Ouais, il saura le gérer aussi, je pense. Oui, en plus c'est ça, il le connaît très bien. Voilà, il connaît un peu les clés, quoi. Exactement. La qualification du jour. En quart de finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans de l'équipe de France. Oh oui. Cool. Et on va terminer avec le gagnant du jour. Oui, le vainqueur du jour est Yassar Bagdash. Il a gagné un pass pour 2 personnes pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or le 2 décembre prochain au Théâtre du Châtelet. Et si vous voulez gagner 2 places pour cette cérémonie, rien de plus simple, vous tapez OR sur votre téléphone au 71 415 et vous pourrez peut-être assister à cette cérémonie du Ballon d'Or le 2 décembre prochain. Dans un instant, le baromètre de la Ligue des Champions, les tops et les flops de cette 4e journée, et puis même Memphis Depay absent pour le choc entre Marseille et Lyon. À tout de suite. On fait le bilan de la Ligue des Champions, 4e journée dans l'équipe d'Estelle avec toute la bande. Et oui, c'est comme ça, après chaque journée de Ligue des Champions, on vous dit ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Voici tout de suite le baromètre, c'est parti. Tu danses pas.
Olivier Rouillet ne danse pas, il est concentré. Oui, il va c'est peut-être vrai. danser maintenant sur la musique de nos tops. Ce qu'on a adoré. Ben non, s'il n'y a pas de musique, je passe un peu pour une. Allez, c'est à toi, là, c'est à toi. Allez, Olivier, danse. Non, mais on va faire un petit effet ici, c'est jamais possible. Enfin, c'est quand même incroyable. Voilà. Les tops, ce qu'on a adoré, bien sûr, mardi et mercredi en Ligue des Champions. Et ce qu'on a adoré, tout d'abord, eh bien, c'est le Real, hier, vainqueur 6-0 face à Galatasaray. Oui, on va voir le triplé de Rodrigo, hein, la jeune pépite du football brésilien qui a régalé. Alors Benzema a inscrit un doublé, mais Rodrigo a marqué dès la 4e minute de jeu sur un centre de Marcelo. Rodrigo, 7e minute, le but du 2-0. Ils se sont mis dans les meilleures dispositions, les Madrilènes, dans cette rencontre. Et puis regardez, ensuite, après un pénalty de Ramos, Benzema, 45e minute. Sur un service de Rodrigo d'ailleurs, Benzema le doublé, 81e minute, 49e et 50e but en Ligue des Champions avec le Real Madrid pour Benzema. Et donc le triplé de Rodrigo, 92e minute. Après la rencontre, Zinedine Zidane était satisfait de la prestation de ses joueurs. Jamais de soulagement ici de toute façon. On peut être content de cette soirée, on peut être content des 2 soirées, justement les 2 dernières soirées, parce qu'on a gagné là-bas 1-0, on a beaucoup d'occasions pour le faire, pour marquer là-bas, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, pratiquement toutes les occasions qu'on a eues, on les a mises. Donc, mais c'est pas un soulagement, c'est une satisfaction. Un soulagement, il n'y en a jamais ici. On se dit que c'est le retour du Real. Olivier, voilà, ils avaient eu une mauvaise passe au départ, mais là, ça y est, c'est parti. Parti, je ne sais pas, parce qu'en championnat, ils ont quand même du mal. Ils ont fait 0-0 à domicile samedi dernier. Là, en tout cas, on a vu du jeu. On a vu une équipe qui avait envie d'aller au bout de ses actions. Le petit Rodrigo, moi, il m'a enthousiasmé. Ouais. Je trouve ça absolument génial. J'ai apprécié la qualité de ses buts. L'ensemble du jeu du Real était cohérent. C'est bon. Peut-être que l'opposition en face aussi n'était pas ça entre en ligne de compte, quoi. Au top du top. Mais en tout cas, on peut espérer que là, Zinedine Zidane, il peut partir de ce match-là pour pouvoir enchaîner. On attend vraiment le match face au Paris Saint-Germain dans une quinzaine pour s'apercevoir si effectivement cette équipe a fait de bons progrès. Mais c'était pas mal, il faut bien le reconnaître. Bertrand, Rodrigo, ça ressemble quand même à une très bonne pioche de la part du Real, acheté 45 millions d'euros à l'intersaison. Ouais, je le vois progresser parce que Zidane, franchement, lui fait confiance. Et par rapport, par exemple, à Vinicius qui tarde à exploser, lui est beaucoup plus efficace devant les cages et il vient seulement d'arriver en Europe. Il fait beaucoup de différence et je trouve que c'est un défi intéressant pour Zidane, à qui il est un peu reproché parfois d'avoir du mal à faire progresser les jeunes. Alors après, évidemment, lui, le talent brut du joueur déjà va l'aider, mais je pense que c'est un des joueurs qui peut émerger avec lui, et je pense que Rodrigo a beaucoup à gagner à jouer avec Karim Benzema, qui n'est pas un attaquant très égoïste, etc. Je pense qu'il peut lui faire profiter de son talent. Et oui, à mon avis, ils ont un crack avec Rodrigo, et on va le voir déjà dès cette année. C'est déjà tel cas hier, mais à mon avis, il va s'inscrire dans la durée, plus que Vinicius. Le deuxième top de ce baromètre, c'est Keylor Navas, auteur d'un grand match hier face à Bruges. Il a eu 8 sur 10 dans le journal L'Équipe, et on va voir ses arrêts déterminants, cette double parade, notamment à la 50e minute face à Denis et face à Okereke. Regardez, déterminant, le PSG mène à 1-0, il va préserver cette victoire. Le penalty arrêté également de Diane à la 74e minute. On va écouter Marco Verratti et Thomas Tuchel parler de la performance de leur gardien de but. Oui, tranquille, super tranquille. Les gars sont super tranquilles et donnent nous un bon sentiment parce qu'il est très calme, il est confiant et il est toujours attentif. Aujourd'hui, il était exceptionnel. Oui, Keylor, il n'a pas besoin de présentation. Il vient de 3 Champions League qu'il a gagné avec Real Madrid. C'est un gardien qui, dans les matchs comme ça, il a une très bonne personnalité. C'est un qui peut changer le résultat. Aujourd'hui, on est content, il a fait son travail et on est content de lui. Alors on l'avait un peu critiqué, Keylor Navas, notamment pour sa prestation face à Dijon. Il a fait taire toutes les critiques. Là, pour vous, Benoît, il a prouvé, si tant est qu'il avait encore besoin de prouver, qu'il était le gardien qui pouvait faire gagner une Ligue des Champions au PSG, en tout cas leur permettre d'aller loin. Oui, en tout cas, le Paris Saint-Germain a gagné le match d'hier soir grâce à Keylor Navas, parce qu'il a été décisif avec ce pénalty arrêté et ensuite cette double parade. Voilà, le PSG a recruté Keylor Navas pour faire ce genre de prestations, apporter son expérience. On sait qu'il a remporté 3 Champions League avec le Real de Madrid. Voilà, le PSG avait besoin de ce genre décisif. Pardon ? En étant décisif. Oui, donc le PSG a besoin de ce genre de gardien pour la suite. Et je pense aussi que c'était bien qu'il fasse un grand match hier soir, parce que c'est vrai qu'il n'a pas été exempt de tout reproche face à Dijon sur ses 2 buts. Donc voilà, je pense que c'est un gros point positif du Paris Saint-Germain hier soir. Mais ceux qui l'ont
ceux qui le suivent en Espagne, ceux qui l'ont suivi ces dernières années en Espagne, ne fait pas partie de ces gardiens. Allez, genre Ter Stegen qui est presque à 9-10 c'est pas le plus fiable, mais voilà. match. Il est fort sur sa ligne. Quoi. Et puis c'est surtout un gardien effectivement qui n'a pas une régularité. Il peut avoir des trous comme Dijon, etc. Mais par contre, c'est un gardien de grand match. Exactement. À l'échelle du PSG, lâcher 2-3 trucs contre Dijon, machin, etc. C'est pas très grave. Le championnat, ils vont gagner et tout. Ce qui leur manquait, c'était les gardiens qui soient des match winners sur ces matchs qui vont compter. On imagine que lui, il est de cette trempe-là, il a déjà commencé à le prouver, il l'a tellement prouvé deux fois au Real Madrid ou en sélection, que tu te dis, c'est quand même peut-être la bonne pioche. J'ai l'impression qu'Areola, il aurait été bon à Dijon, il aurait pris le péno hier. C'est possible, c'est ça. Et c'est un numéro 1 contesté, incontestable. Eh oui. Ça change tout quand même. Donc il est Je sais pas pas, avec une épée fragilisé. de Damoclès, Ah oui. ça change aussi. Le troisième top de ce baromètre, eh bien, c'est Son, auteur d'un doublé hier face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 3 jours après avoir blessé grièvement André Gomes. Et justement, en guise d'excuse à André Gomes, vous allez le voir, Son, sur son premier but inscrit à la 57e minute, eh bien, ne va pas célébrer ce but, préférant joindre ses mains et incliner la tête pour s'excuser auprès du milieu de terrain d'Everton qu'il avait blessé le week-end dernier. Très beau geste de la part de Son, relayé par la presse anglaise. Ce matin, le Daily Mail, tout le cœur de Son, et il fait la une également du Guardian. Son se lève encore pour porter les Spurs, et puis bien joué Son, titre le Sun. Voilà, donc très beau geste de la part de Son. Vous voyez cette photo reprise qui s'excuse auprès d'André Gomes, le milieu de terrain d'Everton. Et on le sent encore très marqué par évidemment cet incident, Dave. Il a blessé grièvement André Gomes, mais on le sent extrêmement touché encore. Oui, bien sûr. Sa réaction, c'est quelque chose qu'on a rarement vu sur un il s'est mis à pleurer. Ouais, exactement. Il était inconsolable. Et c'était bien que tout le monde prenne la mesure aussi, même de lui. C'est-à-dire que les joueurs d'Everton ils ont vu qu'il était marqué, même le public. Enfin, voilà. Personne n'a chargé Son sur ce coup-là. On voit bien qu'il est sincère. C'est bien qu'il ait réagi aussi comme ça sur le terrain, qu'il rebondisse, parce que visiblement, c'est un vrai traumatisme. Donc voilà, c'est très bien. Ça a l'air d'être un super mec aussi. Il est respecté à peu près de tout le monde. Donc l'histoire s'écrit bien. On va passer au flop maintenant. Oula, alors là, ça arrive trop tôt là. Je ne sais plus quoi faire. Fan de timing, ils sont bien calés en Algérie. On est sur un problème de rythme et de timing, vous avez raison. Enfin, on va quand même faire les flops de ce baromètre, et il n'en a pas l'habitude. Mais c'est Mbappé, le premier flop du baromètre qui a eu Mbappé, la plus mauvaise note de l'équipe hier. 3 sur 10 dans le journal L'équipe après sa prestation catastrophique. Regardez une action qui symbolise son match à la 61e minute, où il est trop individualiste peut-être, où il veut trop y aller tout seul. Il aurait pu peut-être servir un partenaire, mais il ne l'a pas fait. Le match d'Mbappé en chiffres, 75 ballons touchés, dont 7 dans la surface de réparation adverse. Seulement un tir de Kylian Mbappé, 23 ballons perdus. Note de 3 sur 10 dans le journal L'équipe. Ça vous étonne, Benoît, de le voir encore avoir des jours sans? Tous les grands joueurs ont des jours sans, pardon. Regardez Messi, Cristiano Ronaldo, ça leur est arrivé de faire des non-matchs. Même toi? Moi, j'en ai fait un petit peu plus. C'est très rare, je vous ai jamais vu faire un non-match. Merci, Estelle. Non, c'est vrai qu'hier soir, on l'a trouvé en dedans. On l'a vu, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Il est énervé, quoi. Ouais, mais il a souvent choisi la solution individuelle, alors qu'il avait la solution collective à côté. Et puis, c'est un compétiteur. Lorsque vous réussissez pas vos gestes que vous entreprenez, forcément, vous devenez irritable. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre de le voir comme ça, de ne pas réussir des dribbles, notamment en deuxième mi-temps, dans les 1 contre 1. On sentait même mal à l'aise avec le ballon par moment. Voilà, c'est un joueur sans, on va pas lui en vouloir. C'est drôle de l'avoir vu faire tous ces mauvais choix, parce qu'en plus de ne pas les avoir bien exécutés, ses choix n'étaient pas bons. Juste après que Platini ait fait cette déclaration sur... Attention, il n'y a pas que la vitesse, gagne aussi en lucidité, en qualité, en intelligence de jeu encore, en sachant que c'est déjà élevé. Et donc j'ai trouvé ça assez savoureux, et peut-être qu'il sait qu'il va falloir travailler aussi là-dessus. Mais il va vite rebondir. Ouais, je vous ai senti dubitatif pour les propos de Benoît Bertrand. Non, moi je trouve que c'est pas si rare qu'il soit individualiste. Il l'est très souvent. Là, il y a des grandes différences, c'est que quand ça ne passe pas, ça se voit davantage. Mais c'est quand même un des secteurs sur lesquels il doit vraiment progresser. Et je trouve que parfois, sous couvert d'être un compétiteur, on lui passe des choses. Je pense qu'il y a parfois des attitudes qui ne sont pas à avoir sur un terrain et avec lesquelles on pourrait être plus sévère si ça concernait d'autres joueurs. Donc il faut vraiment qu'il travaille là-dessus. Des choix de frappe quand il peut faire des passes, des choses comme exactement. ça. Et en plus, si tu es dans un moins bon jour, évidemment que ça peut arriver. Et ça arrive à tout le monde. Il y a Messi, Ronaldo, on marque à tout le monde. Dans ces cas-là, joue plus tranquille, joue un peu plus simple. Joue un peu plus simple, donne la balle, tranquille. Enfin, et ça, c'est quand même à lui de le sentir, je pense.
On va passer au deuxième flop de ce baromètre et c'est l'Atlético Madrid. Écoutez, l'Atlético Madrid qui a été battu par le Bayer Leverkusen, mais deuxième de son groupe. Quoi. Oui, exactement, mais défaite tout de même sur la pelouse du Bayer Leverkusen 2-1. On va voir les statistiques du match. Bon, ils ont été un petit peu battus dans tous les secteurs du jeu. Ils ont tout de même été maladroits devant les buts du Bayer Leverkusen, vous le voyez. 8 tirs cadrés et seulement un but inscrit dans cette rencontre. Après le match, on va écouter Diego Simeone qui a endossé la responsabilité de cette défaite. De toute évidence, la première personne responsable lorsque l'équipe n'est pas bonne en première période, c'est moi. Car l'équipe n'était pas suffisamment motivée pour agir. Ensuite, en seconde période, l'équipe s'est améliorée. Mais parfois, lorsque vous répétez simplement les mêmes mots, cela n'a aucun sens. Nous avons besoin de faits, pas de mots. On s'inquiète un peu pour la suite de la compétition pour l'Atlético ou pas, Olivier? Oui, moi je les trouve moins bons, moins dans l'état d'esprit, moins dans la, dans la force que la saison dernière ou la saison d'avant. Je trouve qu'on est peut-être au bout de quelque chose. Ils ont perdu des joueurs quand même. Griezmann, Godin, Lucas Hernandez. Tout à fait. Puis on les sent nettement moins sereins dans le jeu. T'es un peu énervé hier soir aussi dans le match, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc l'Atlético, quand même deuxième de son groupe, est battu par le Bayer Leverkusen. On va terminer avec le triple flop, le pire flop de ce baromètre. Et il est pour un club français, Lille, éliminé déjà de la Ligue des Champions, qui aura bien du mal à se qualifier pour la Ligue Europa et qui n'a qu'un seul petit point pour l'instant, Raphaël. Exactement, dernier au classement. On va revoir le classement du groupe avec l'Ajax, avec Chelsea, avec Valence. Donc dernier du groupe, pas une victoire, un seul point pris en 4 journées. Christophe Galtier, vous allez l'entendre, est revenu sur le parcours du LOSC. Je pense qu'on a progressé au fur et à mesure des matchs, sans pouvoir l'emporter pour différentes raisons. Mais je vous rejoins aussi sur les limites. Les limites, c'est l'expérience. Voilà, Christophe Galtier, après l'élimination de Lille. On peut se dire que ça leur servira pour la suite, Bertrand, pour être positif? Bon non, parce qu'il n'y aura pas de suite a priori. Donc, ils peuvent se requalifier pour la Ligue des Champions, vous voyez? Oui, ils peuvent, mais c'est quand même pas garanti. On se parle, puis il y aura les meilleurs joueurs, Soumaré qui arrive à émerger, il sera plus là l'an prochain. Osimhen non plus. Voilà, donc l'an prochain, et s'ils y sont, on dira ouais, c'est pas mal Lille, etc. Puis ils auront encore 10 ou 15 occasions par match, ils en mettront 1 au mieux ou 0, et puis dès qu'il y a une attaque adverse, ils prennent des buts. Enfin, tous leurs matchs, hormis Chelsea où ils étaient vraiment dessous, tous les matchs se ressemblent, c'est-à-dire qu'en première période, ils font illusion, ils ont des occasions. Ils ne marquent pas et en face, il y a des joueurs qui ont plus de talent à Chelsea, à l'Ajax, à Valence. Il leur en suffit d'une ou deux. Mais vous appelez expérience qui pour moi est talent. La saison dernière, l'Ajax, c'est pas une équipe de vieux briscards. Même l'OL sort des poules. On a dit toute l'année, Lyon est une équipe jeune. Sauf que c'est le talent. Et les mecs, ils ont besoin d'une occasion ou deux et ça fait but. Eux, il leur en faut 10 pour en marquer une et parfois sur des coups de chance. Mais ils menaient quand même. Il y avait une différence là à Valence. Ils menaient 1-0 à un moment. Tu te dis. Oui, ça fait la balle de 2-0. J'entends bien. Mais là, où je te rejoins, c'est ça. C'est toujours l'expérience. On parle toujours d'expérience, effectivement. Et l'exemple de l'Ajax est intéressant. Après, c'est le problème des clubs français qui, qui maintenant ne sont là que pour gagner de l'argent. On n'est plus dans on parle de centre de formation, de machin truc. On n'est plus dans la performance, quoi. On n'en est plus. On n'est plus là. On est né à se dire, dès que j'ai un gamin qui touche un peu, j'ai 19 ans, allez hop, casse-toi parce que je vais prendre 40 millions. Mais je fais pareil avec mes enfants, moi. Oui, tu prends peut-être pas 40 millions. Et vous voyez, c'est ça la différence. Et la conséquence de ça, c'est que notre championnat, il est ennuyé. Parce que s'il y a eu Pépé, on aurait aimé voir Pépé dans cette équipe-là. Lille avec Pépé, avec des champions, peut-être que les occasions, il les aurait mises, il n'y est plus. C'est la clé de notre médiocrité, tu as tout à fait. C'est ça, mais c'est terrible. C'est terrible. Bon, écoutez, c'est la fin de ce baromètre. Voilà, on a fait les tops et les flops de cette 4e journée de Ligue des Champions. Et puisqu'on parle Ligue des Champions, nous allons jouer avec la Ligue des Champions. Je vais tester vos connaissances. Vous allez devoir me retrouver. Et franchement, ça va, c'est pas très compliqué. Vous avez les réponses. Oui, mais je l'ai fait avant, j'en ai 8. Vous allez devoir me retrouver les 10 meilleurs buteurs en activité de la Ligue des Champions. C'est parti. 10 meilleurs buteurs en activité. J'ai bien dit en activité, évidemment, c'est important. Nous allons commencer par vous, Bertrand Latour. Facile. Cristiano Ronaldo. Mais oui, c'est le meilleur. Vous savez combien il a marqué de buts pour l'instant? 113. 128. C'est pas très long. On a loupé quelques-uns. Messi sur Ether 2016. Vous savez combien il a marqué de buts, Messi? Pas du tout. 113. 113. Ah ouais, j'ai les chiffres de Messi. Flo Gazon. Lewandowski. 59. À vous, Raphaël. Karim Benzema, 3e. Il a marqué combien, Benzema? Il me le prend. 50 avec le Real Madrid, mais alors 62, évidemment, parce qu'il y a Lyon, évidemment, avec. À vous.
Olivier Rouillet. Tottenham, Kane, non? Harry Kane. Mais moi aussi j'ai fait l'erreur. Et ben non, il n'y est pas. Ah merde. C'est quand même dommage. Hein. Bah oui. Bah oui. Abadou. Luis Suarez. Ben non plus. Ben bravo. Avec l'accent, c'est parce que j'ai fait l'accent. Vas-y, Luis Suarez. J'ai fait. Et après j'ai vu tout. Mais j'ai fait cette erreur également. Suarez aussi. Incroyable. C'est fou. Ah là, vous me faites chier. Ouais, c'est comme ça. Bertrand Latour. Bah, tout de même. Ouais, tout de même, vous avez raison, tout de même. Jean-Michel Thorne, bah oui. Non, je sais pas. Bah, on est nuls là. Ah oui. Kun Agüero. Ça marche, évidemment. 39 buts. Vous me l'avez piqué. Benoît. Non, mais c'est comme ça. On pense toujours au même. Salah? Non. Mais non, il a peu. Ça marche pas. Ça. Il a peu de vécu. Flo Gazan. Piqué, mon. Non, mais c'est pas évident cette histoire-là. On n'a pas tout Ribéry. Ribéry? Non. Coéquipier du Bayern, Thomas Müller. Thomas Müller, bien joué. Bien. 43 buts. Solide. À vous, Olivier Rouillet. Deuxième chance. Ah bon, Neymar? Eh ben Neymar, ça marche. Alors, 32. Aïe Il me dirait, n'arrêtez pas de me dire non. Je veux pas que tu gagnes. J'ai dit non. Combien 32 buts, Neymar. 32. Et il est combien 9e. Et il est 9e. C'est les 10 ou les 20 Les 10. Quel escroc. Il fait ça bien en escroc. L'escroc. Griezmann. Et non. Tout ça pour ça. Hein. Zlatan Ibrahimovic. Bah évidemment, 5e. Ça me fait mal, ça me fait mal. Ils ont pré-retraite. 49 buts. Qu'est-ce que je vais vous mettre là? Benoît Trémolinas. Ouais, je crois. Vous en avez un indice ou pas? Ben non. Est-ce que j'en ai eu moi? Non. Oh là là. Oh le mauvais. Oh le mauvais. Vous avez un nom ou pas? Non. Bon bah ne dis rien. Flo? Oh là là. Bah donne-moi un indice. Non. Bah non. Non. Oh, Non mais dépêchez-vous. J'en ai peut-être un. Non. Hein? Non, bon. J'en ai un. Higuain. Ouais. Bien joué. 24 buts et il reste 8e. Eh ben, non? Son, pardon. Je vous donne un indice, il a marqué 34 buts. Oui, bah bien sûr. Bah, on pense qu'à lui. On en a déjà parlé depuis le début de l'émission. Bah, Giroud. Edinson Cavani. Eh ben oui. Comment on a pu l'oublier? C'est le 8e meilleur buteur actuel de la Ligue des Champions. Et oui, ne l'oublions pas. Allez, dans un instant, on parlera de Memphis Depay, absent pour le match entre Marseille et Lyon dimanche. Mais avant cela, on vient de jouer. Il y aura un jeu à ne pas rater. Mardi soir, sur la chaîne L'équipe, c'est bien sûr le retour de la folle équipe. La revanche entre l'équipe du soir et l'équipe d'Estelle. Lors de la première manche, l'équipe du soir avait été laminée. Là, ils reviennent. Ils sont remontés. Et peut-être qu'ils battront l'équipe d'Estelle, mais rien n'est moins sûr. Regardez. Peut-être qu'il y a eu un changement dans race. Ah non, mais je le vire de l'équipe s'il n'a pas la réponse. 24 heures. Ah le con. Je passe. Je passe. Ah mais c'est un truc de malade. Oh là là, mais c'est pas vrai. C'est pelé. Non, maintenant que j'y pense, c'est pelé. Les deux autres ne font pas mieux. Hein. Excuse-moi, tu plaisantes ou quoi? Ah, 34. Et sachez que dans ce jeu mardi, Bertrand Latour, qui n'avait pas été très bon lors de la première manche, a été remplacé. La honte. Non mais je vous dis la vérité, Olivier Ménard, qui est le coach de l'équipe du soir, n'a pas souhaité voir Bertrand cette deuxième manche. Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de cigarette entre nous avec Olivier Ménard. Vous reviendrez peut-être un jour. C'est vous là qui remuez le... Voilà. Touche de club là. Donc, en tout cas, l'équipe du soir, est-ce qu'elle sera meilleure sans Bertrand Latour? On verra ça mardi. Dans un instant, donc, l'absence de Memphis Depay pour le match entre Marseille et Lyon. Est-ce que c'est une catastrophe pour Lyon? À tout de suite. C'est la dernière partie de l'équipe d'Estelle. On va un peu s'intéresser à la Ligue 1 avec le choc dimanche soir entre Marseille et Lyon. Et la mauvaise nouvelle du jour, elle est pour Lyon. Memphis Depay sera forfait, Raphaël. Ouais, il a été victime d'une douleur aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Il était sorti à la mi-temps de son match de Ligue des Champions. Il ne pourra pas participer à l'affiche de la 13e journée de Ligue 1 dimanche face à l'Olympique de Marseille. Alors la durée d'indisponibilité de Depay n'a pas encore été dévoilée. On ne sait pas pour combien de temps il y en a pour Memphis Depay. Mais en tout cas, il est forfait pour le match face à Marseille. Depay forfait pour le match donc ce dimanche soir face à Marseille. Est-ce que c'est une catastrophe pour l'Olympique lyonnais? L'OL sans son homme fort, ça va être dur. Un coup dur pour Benoît. Non, c'est pas une catastrophe pour Bertrand. Cata pour Lyon et pour le match pour Dave Apadou. Un problème, oui, pour Olivier Rouillet. Et c'est un oui
pour Raphaël Sebaoun. Vous trouvez que c'est pas une catastrophe, Bertrand? Le mot est peut-être un petit peu fort. Mais... Ah oui, oui, mais tout est sur le mot. Est-ce que c'est un problème pour Lyon? Oui. Est-ce que c'est une catastrophe et que du coup il faut pas aller à Marseille? Je pense pas. Je pense que quand vous êtes Lyon, avec l'effectif qui est le leur, ils peuvent se déplacer à Marseille et espérer gagner sans lui. C'est évidemment c'était ma question. Un problème parce que c'est un des meilleurs joueurs de cet effectif. C'est celui qui est devant, en tout cas, le plus en forme en ce moment. Mais je trouve que, alors paradoxalement, l'absence de Touzard, qui est suspendu, pour moi, elle est peut-être pire. Parce qu'il n'y a personne derrière Touzard. Touzard, c'est le seul numéro 6 de l'effectif. Comment? Il y a Jean-Lucas. C'est pas un point dur. Bah, excusez-moi, mais Jean-Luc, il y a le petit Cacré. Oui, bon, c'est pas un point dur. Non, mais Cacré, j'adore, tout le monde en parle, mais personne n'a vu jouer. Bah, évidemment, il n'a pas joué encore, donc on ne peut pas le voir jouer. Personne n'a vu, donc moi j'attendrai de voir Cacré, j'en parlerai en me disant c'est une absence le jour où je l'aurais vu une fois, quoi, un peu sur la durée. Eh bah, déplace-toi, mon pote. On avait diffusé le championnat d'Europe U19. C'est ça. Moi, c'est là que je l'ai vu, il m'a impressionné. Mais il y a des mecs qui sont très bons au U19 et pas forcément pro. C'est aussi ça le souci parfois. Donc, Touzard, tu peux pas le remplacer parce que c'est le seul 6 de l'effectif. Hormis votre ami brésilien, mais qui n'a pas le niveau, visiblement. Jean-Luc. Tandis que Memphis Depay, tu peux le remplacer, pas avantageusement, mais... numériquement. Non, Terrier est capable de le faire, à côté de Dembélé. C'est un poste dans lequel il est à l'aise, parce qu'il est fort quand il est proche de la surface adverse, il est très adroit. Bertrand Traoré, également, est meilleur dans cette position-là que sur le côté droit. C'est d'ailleurs là où il préfère jouer, à 2 en pointe devant. Donc tourner autour de Dembélé, il est totalement capable de le faire. Donc si tu dois aligner une attaque avec Dembélé, Traoré, Dembélé, Terrier, bon, ça va, tu peux encore marquer des buts. Et Bertrand, on a, pour illustrer tes propos brillants, eh bien, on a fait 3 compositions d'équipe. Voilà, comment on peut jouer du côté de l'Olympique Lyonnais sans Memphis Depay. Tout d'abord, il y a le 4-3-3 avec Traoré, Dembélé et Martin Terrier, avec cette animation Adélaïde, Mendes et Aouar au milieu de terrain. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, on garde le système en 4-4-2 avec Mendes et Aouar au milieu de terrain, Adélaïde et Terrier sur les côtés, et puis Cornet et Dembélé pour bien animer l'attaque. Et puis, la dernière solution, c'est le 4-2-3-1 avec Adélaïde en soutien de Moussa Dembélé, Traoré et Terrier sur les côtés. Voilà, 3 possibilités pour Claude Puel pour le match pour son Rudy. Rudy Garcia, oui. Olivier Rouillet, est-ce que Lyon peut gagner sans Depay à Marseille? Je ne sais pas si Lyon peut gagner et sans Depay. Ils auront du mal, en tout cas, parce que c'est quand même lui qui fait la différence systématiquement. Moi, je suis pas du tout d'accord avec les compositions d'équipe. Vous en avez une autre? Non. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les schémas. Il faut qu'il reste en 4-4-2, parce que depuis qu'il a imposé... c'est le deuxième. C'est le deuxième. Voilà. Mais depuis qu'il... Il est là, il est énorme. Tout Olivier Rouillet résumé. Chut, il écoute pas. Mais si, j'écoute. C'est parce que... il écoute, mais il ne regarde pas, manifestement. Voilà, et des fois je ne regarde pas. Donc le 4-4-2, il y a une montée en puissance. On le sait, depuis 3 matchs, ils ont gagné, ça va mieux. Il y a des automatismes qui sont en train de se mettre en place, et ça me plaît bien. Devant, tu mets Dembélé, pas de problème. Thierry, je suis pas convaincu. Cornet. Oui, il a mis Cornet là dans le 4-4-2. Oui, non mais voilà, Cornet ou Traoré. Moi, je trouve que c'est les 2 joueurs qui s'y prêteraient, hop, je suis fatigué moi, qui s'y prêteraient le mieux. Dans 5 minutes, c'est fini. Par rapport à Dembélé. Terrier, je sais pas, Terrier, il aime quand même bien les côtés. Ça tombe bien, il est sur le côté. Là, il est là. Je sais bien, mais il vaut mieux laisser le milieu de terrain. René Adélaïde, là, c'est vachement... René Adélaïde. Oh, le festival. Oh, le René. Oh, le festival. Oh, René Lato. Oh, le festival. Oh, le festival. Faut que j'arrête. Je t'interdis de le mettre vendredi. Si tu le mets vendredi, je te découpe. Le grand-père de Jeff Ren, c'était Jeff René. Et Jean-Luc. Il n'a même pas dit Jeff, c'est René. René Adélaïde. René Adélaïde. Vous voulez continuer, Olivier? Non, je suis mort. Le mec a 120 ans. Quelle horreur! Par rapport à ce que disait Olivier, au milieu de terrain, garder le 4-4-2, je trouve que c'est une bonne. Garder le 4-4-2, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que là, Aouar devant la défense. Avec Thiago Mendes, je trouve que c'est un peu léger, moi, défensivement. Moi, 4-4-2, j'aime bien. Mais Aouar, on l'a vu très souvent. Face, il y a l'OM, et on ne peut pas dire que l'OM, en ce moment. Non, mais excusez-moi. Non, mais offensivement, l'OM, en ce moment, c'est pas un cadre d'Europe. On est d'accord. Mais Lyon, défensivement, c'est pas non plus des avions. C'est pour ça qu'on devrait avoir beaucoup de buts. Ça va être sympa. C'est possible. Mais donc, Aouar en 4-4-2 devant des défense, je trouve que c'est un peu léger. Si vous me permettez, je préfère devant. Mais bon. Benoît, vous dites que c'est un coup dur quand même. Oui, c'est un coup dur parce que je trouve que Depay porte cette équipe lyonnaise là, depuis quelques matchs. C'est aussi le leader technique de cette équipe.
Il a été, on l'a vu face à Toulouse où il a marqué un but à lui tout seul et fait gagner l'Olympique Lyonnais. Il a marqué un but exceptionnel aussi contre Metz. Il marque contre Benfica. Et je pense aussi que psychologiquement pour les joueurs, c'est toujours bien de savoir qu'on a Memphis Depay dans l'équipe. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui techniquement est très fort au-dessus de la moyenne et c'est un joueur qui est capable de garder le ballon et ça permet aussi de faire remonter le bloc et de soulager un petit peu cette équipe lyonnaise. Et sans ce leader technique, ça m'inquiète un petit peu. Raphaël, avec ou sans Depay, ça change vraiment quelque chose Ça pour change Lyon tout. En Ligue 1, en tout cas, il y a eu 12 journées de Ligue 1. Regardez, il y a eu 10 matchs disputés avec Depay. Lyon a marqué 17 buts, 40% de victoire. Il y a 2 matchs qu'il a manqué, Memphis Depay, cette saison. L'OL n'avait pas beaucoup marqué 2 buts, vous voyez. Et puis, pas de victoire lorsque Depay n'est pas là cette saison en Ligue 1. Bon, ils ont joué 2 matchs sans lui, quoi. Mais est-ce que c'est pas aussi l'occasion de relancer, on va dire, entre guillemets, Dembélé ? C'est vrai qu'il avait un peu pris ombrage du fait que Depay soit un peu sous la lumière et lui moins. Est-ce que c'est pas l'occasion pour lui aussi de briller sans Depay ? Ah ben ils vont avoir besoin d'un grand Dembélé qui est un super joueur, moi je trouve. Mais c'est vrai que pour l'instant le mariage avec Depay, il lui est pas favorable. Et la star de l'équipe, c'est aujourd'hui Depay. C'est celui quand même que tu mets en avant et qui le mérite parce qu'il a ce leadership technique. Lui, le ballon lui brûle pas les pieds. Il a cette capacité à prendre ses responsabilités. C'est vrai que c'est une cata, c'est-à-dire que ça l'est pas dans l'absolu si on considère cet effectif lyonnais. Ça l'est, je trouve, compte tenu de ce que montre Lyon depuis maintenant un bon moment. Où je trouve que, alors ok, sans même aller sur les stades de Raph, il y a clairement, avec lui et sans lui, et clairement il est capable de sauver les matchs avec une régularité en ce moment qui me fait dire que, je pense que la Rudy Garcia, il est un peu au fond du seau. Parce que c'est un peu son match. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est un match à haute pression. Tant au niveau du classement que de la rivalité qui maintenant est presque la vraie rivalité du championnat de France. C'est un peu classico là. Presque, c'est ça. Et je trouve que c'est un match où lui, pour le coup, tu sens qu'il a les épaules pour répondre à ce genre de truc, ce que les autres n'ont pas encore montré. Mais vous avez raison, c'est peut-être aussi le match pour Dembélé. Et Memphis Depay, il fait quand même partie des meilleurs buteurs d'Europe cette saison. Oui, quand on cumule les buts marqués en championnat et en Ligue des Champions, il est dans le top 5 cette saison. Alors vraiment, en mettant Ligue des Champions et championnat, vous voyez, dans les 5 grands championnats européens, il est 3e meilleur buteur derrière, avec Sterling, avec Agüero, il est avec Immobile, puis Lewandowski qui a marqué 19 buts, championnat et Ligue des Champions confondus. Ça a l'air de vous étonner, Bertrand. Oui, je suis un peu étonné en fait, parce que on a régulièrement fait des débats sur est-ce que Depay n'est pas un poids pour l'Olympique Lyonnais, est-ce que Depay doit pas être sur le banc. Parfois, certains réclamaient que sur le banc. Et j'ai l'impression que là, maintenant, Lyon ne peut plus jouer sans lui. Je trouve qu'il y a un peu d'excès des deux côtés. Est-ce que tu as vu un Lyon aussi faible depuis combien d'années ? Non, mais d'accord. Ça va mieux, il y a même eu des périodes sous Genesio où c'était très compliqué. Et je me souviens d'ailleurs de ce même Memphis qui a passé 17 matchs sans marquer la saison dernière. Donc, non, mais là, je pense que Lyon, sur une courte période, peut survivre sans lui. Je ne dis pas que Lyon est une meilleure équipe sans lui, je ne pense pas ça du tout. J'ai l'impression que Lyon, Depay n'est pas là, on ne sait pas quand il va marquer un but. Tu as raison, mais l'année dernière, c'est Depay qui s'est mis dans cette situation, par ses déclarations, par ses attitudes dans les matchs, où vraiment il était absent. Et c'est vrai qu'on avait le sentiment qu'il n'avait strictement plus rien à faire là, alors qu'en revanche, cette année, il s'est libéré, tant mieux, mais c'est quand même un problème, c'est un vrai problème de ne pas avoir un joueur... Ils ont aussi perdu beaucoup de matchs avec lui. Comment ? Cette année, ils ont aussi perdu beaucoup avec lui des matchs. Ouais, il est mieux là, franchement. Ça va mieux. Je ne vous dis pas que c'est une bonne chose. Je n'applaudis pas le fait qu'il soit pas là. Je vous dis simplement que là, on en fait comme si Neymar n'était pas là au PSG pour une demi-finale contre Liverpool. Je dis calmez-vous. Je pense que contre Marseille, qui vous l'avez dit à juste titre, est pas non plus dingue. Je pense que vous voulez montrer le réservoir de Lyon offensivement. Ils n'ont pas tous été bons depuis le début de saison, je suis d'accord. Mais quand vous avez Cornet, Terrier, Dembélé, Traoré, c'est pas le même niveau. C'est pas les mêmes joueurs. C'est pas. La musique. C'est dommage, Olivier revenait bien là. Non mais Olivier Rouillet est trop fatigué. Il revenait bien. Là, il est fatigué. On devait s'arrêter à 39 et on m'a dit non, Olivier Rouillet est trop fatigué. On va rendre la 36. C'est vrai. Merci Olivier quand même de vous être déplacé jusqu'ici. C'est vraiment très sympa. J'ai eu un moment de faiblesse, je le reconnais. Merci à tous les six. On se retrouve demain pour l'équipe d'Estelle, 17h30, la dernière équipe d'Estelle de la semaine. Tout de suite, Olivier Ménard et toute sa bande. C'est l'équipe du soir. Salut à tous.